Les joggeuses, moi, ça a l'effet vraiment d'un gel. Je souhaite à tout le monde d'aimer le sport, quoi. C'est trop bien. J'ai besoin de ce petit truc, cette petite étincelle qui me fait sortir tous les jours. Et quand c'est dur, je dis ouais, mais je sais pourquoi je fais ça, c'est motivant. Quand c'est dur, ça travaille le mental. Parce que, par exemple, sur un marathon ou même un semi, ou même un 10, ça sera dur à un moment. Et c'est ce genre de séance où tout était dur qui t'aidera. À une époque, on paraissait vraiment pour des fous. Ouais. Là, on paraît pour des fous, mais il y a quand même beaucoup de fous. C'est tout ce que t'as pas envie de montrer aux gens, de dire c'est pas ça que tu veux véhiculer. Mais ça rassure parce qu'on vit tous ce moment-là. Oui. Et grâce à ce moment-là, là, tu t'es dit, ok, il y a eu un tournant. Joséphine, je suis super content de t'avoir sur Endorphine aujourd'hui. Et en plus, je crois que c'est un mot qui te résume bien au quotidien, la quête d'endorphine. C'est vrai. Moi déjà, je suis super aussi contente d'être ici. Je te suis depuis, je pense que t'es un des premiers que je suivais sur Insta. Je suis vieux. Je pense. Parce que je te suivais il y a très longtemps. Et donc, je me rappelle, je t'avais déjà vu sur une course à Deauville, de loin. Enfin, je te suis depuis très longtemps. Et là, d'être invité chez toi, ça me fait super plaisir. Voilà. Eh ben, c'est trop cool. Enfin, je sais que tu cours depuis longtemps, pas en mode réseau, créatrice de contenu, mais t'as fait de l'athlé en fait avant. Donc déjà, depuis longtemps, tu connais ce sport. J'ai vu que tu avais du cross aussi dans tes résultats. Donc tu as le côté dur vraiment de ce sport. Le côté horrible. Tu le faisais en Île-de-France, le cross? J'étais à Courbevoie, Okay. au CACL. Je courais quand la course à pied, c'était pas encore sexy, à Courbevoie. Et en fait, j'ai adoré directement ce sport. J'ai commencé par la natation. J'en faisais un peu trop. Et à un moment, il a fallu faire un choix entre l'école et le sport. Donc, j'ai choisi l'école. Et donc, il a fallu trouver un autre sport. Et là, mon père, il nous faisait courir tous les dimanches. Nous a toujours incité un peu à courir. Il nous a toujours dit que ça nous servirait dans la vie. Et donc, instinctivement, je me suis mis à l'athlétisme, mais j'en suis plus jamais partie parce que c'est vraiment un sport hyper complet qui apprend plein de choses. Et c'est un sport incroyable. La preuve, regarde tout l'ampleur que ça a pris. Mon premier coach, il disait la course, c'est l'école de la vie. Ouais. Et sur le moment, tu dis ouais, bon, ok, phrase de vieux. Et puis en fait, plus les années passent, plus tu te dis ah, mais d'une, ça m'a appris plein de choses dans la vie, mais ça m'a aussi permis de faire plein de choses dans la vie. Donc ouais, ce sport est magnifique et il est la base de tout en fait, parce que si t'as l'endurance, si t'as ce côté fort que nécessite quand même la course à pied pour courir longtemps, tu peux faire plein de trucs après. Le cardio, même pour la santé, même courir un petit peu. Moi, tu vois, sur mon compte, je dis pas qu'il faut faire un Paris-Milan, un Paris je sais pas quoi. Juste de faire un petit peu de sport, même pour la santé et pour apprendre le respect. Tu vois, tu dis que c'est l'école de la vie, mais oui, moi, je dirais le sport, c'est l'école de la vie. Ça apprend le respect des autres, le respect des règles. Un peu comme en société, si tu respectes pas les autres ou pas les règles, il y a un problème. Et en sport, c'est un peu ça. Donc non, c'est trop beau et je me trouve hyper chanceuse d'aimer le sport et d'aimer un sport comme ça parce que je souhaite à tout le monde d'aimer le sport. C'est trop bien. Très bien, c'est un super début. J'aime le message qui passe. Il y a eu un petit Paris-Milan qui est passé par là. On y reviendra évidemment dans l'épisode. Mais avant ça, je vais te proposer de te présenter pour que tout le monde puisse savoir. Tu as donné des petits bribes de ton parcours, mais qui est Joséphine? Qui est joggeuse? Qui est joggeuse? Je suis une femme hyper énergétique, on peut dire. J'adore la vie. Je sais pas trop comment se résumer parce que je trouve ça réducteur et compliqué en même temps de tout dire. Mais en gros, autant de temps que tu veux pour te résumer. Ouais, non, mais en gros, j'ai une enfance. Enfin, j'ai eu un parcours très classique. J'ai fait une école de commerce, diplômée finance. Je me suis un peu plus dirigée vers un métier un peu plus conventionnel avant. J'étais pas forcément très heureuse et je suis quelqu'un qui adore la vie et qui a la chance de voir la vie passer. Et en fait, je me dis, t'as pas le temps d'être malheureux. On a tous qu'une vie. Et donc, c'est pour ça que je fais plein de choses parce qu'en fait, je me rends compte que la vie, elle passe. Et je trouve que c'est une chance. Parce que du coup, je reste pas sur mon canapé. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Je critique pas du tout ça. Et donc, du coup, je fais plein de choses. Et je me suis dit, OK, il faut que je sois heureuse. Il faut que je trouve quelque chose qui me fait vibrer. Et donc, j'ai tout lâché. J'ai tout démissionné. Et j'ai trouvé un job qui m'a fait vibrer. J'ai bossé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est fou quand même. Enfin, c'est un truc qui n'existe. Tu peux bosser pour des boîtes, machin, mais ça n'existera plus. Plus personne pourra dire je vais bosser pour. Ou alors aller bosser à Los Angeles, mais il faut changer de. C'est pas la même chose. Et c'est pas dans ton pays. Ouais. Et c'était une expérience, en fait, de bosser avec des gens qui sont tous pour un même projet, qui est à Paris, en France, pour le sport, vraiment, qui a l'essence même de l'olympisme. C'était vraiment une expérience de malade mental. Et quand on m'a appelé pour bosser pour les Jeux de Milan, j'ai dit évidemment. Et après, du coup, on en parlera après, mais voilà, j'ai fait un petit projet entre Paris et Milan.
Et en fait, je suis arrivée à Milan et donc j'avais un travail d'un côté et j'avais plein d'opportunités à Paris qui découlaient du Paris-Milan. Et j'ai décidé de me concentrer sur les opportunités que j'avais à Paris. Donc, du coup, j'ai lâché mon travail à Milan. Et aujourd'hui, je suis créatrice full-time. Et oui, c'est un travail. Quand on me dit tu fais quoi à côté, je fais rien à côté ou tout à côté. C'est vraiment un travail à un temps plein et je le découvre. Et waouh, c'est incroyable, mais c'est chaud. C'est vrai qu'il y a encore, je pense pour beaucoup, un questionnement de mais créateur de contenu, oui d'accord, Tu tu fais des cours et stories, tu fais ouais. une story, ça va, moi aussi je peux le faire, mais il y a ce côté pourquoi tes contenus marchent, parce que c'est pas juste ah oui j'ai pris mon téléphone j'ai fait ça, c'est j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, je l'ai travaillé, je l'ai monté pour que pour qu'il y ait le dynamisme en fait il est oui tu l'as dans la vie mais il faut qu'il ressorte dans le Ouais. contenu et ça c'est pas un claquement de doigts, bien au contraire en fait des fois on s'arrache les cheveux pour se dire comment comment est-ce que ce contenu peut vraiment refléter ce que je pense, que je vis, et c'est pas aussi simple parce que t'as pas 24 heures sur 24 une Non. caméra qui te suit pour prendre tout ce que t'as envie et Ouais, pour réussir à c'est construire le autour. storytelling et c'est aussi quand t'as des parents qui te demandent est-ce qu'il faut. J'ai la chance d'avoir des parents qui prennent de mes nouvelles et qui me demandent alors ta stratégie. Ok, t'es créatrice de contenu déjà pour leur faire accepter. Ok, c'est quoi ta stratégie à 3 ans? Tu vois aussi le but dans ce métier, donc c'est super parce que t'es freelance donc tu peux faire un peu ce que tu veux quand tu veux. Mais par contre, si tu travailles pas, t'as pas de rentrée d'argent, t'as une instabilité financière et tu sais que les réseaux, moi, je le vois un peu comme quelque chose d'éphémère qu'il faut utiliser à bon escient pour l'utiliser pour en faire quelque chose plus tard. Mm. Donc, quand j'ai ma mère qui me dit c'est quoi ta stratégie à 3 ans, t'es obligé de réfléchir un peu au futur. Donc, c'est un job incroyable, mais compliqué à la fois. Donc voilà. Ouais, je partage. Il y a un truc en tout cas qui m'a frappé en préparant l'épisode, tu l'as mentionné un peu là, c'est que tu as fait des études, tu as commencé à travailler dans un truc où tu te dis: «Ouh je me sens pas à l'aise», et tu as fait le choix, en fait, que beaucoup ont envie de faire à des moments, mais qui est compliqué, de te dire: «Eh, j'ai envie d'aller voir autre chose», et je fais le pas pour le faire, en fait, d'aller vers les JO de Paris, d'accepter faire de la création de contenu et te dire, «Il faut que je m'investisse dedans si je veux que ça puisse, donner quelque chose». Enfin, tout ça, c'est des choix forts, en fait, qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont pas à leur place, et ça peut je dis pas que tout le monde doit faire de la création de contenu, hein, Non. mais aller chercher quelque chose qui correspond plus à ce que tu as envie, à tes valeurs, enfin, tu sens qu'il y a un message, fort, là-dessus, mais que beaucoup, osent pas forcément encore faire le pas parce que, faut vivre, faut subvenir à ses besoins, enfin, c'est pas simple, quoi. Dans ça, je pense qu'à l'intérieur, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la confiance en soi. Donc, pour les jeunes qui ont envie de faire ça et qui n'ont pas la confiance, allez courir. Ça vous donnera beaucoup de confiance en vous. Allez voir des gens, parce que la santé mentale aussi, c'est très important. Déjà, je pense qu'il y a vraiment la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi parce qu'il faut prendre du recul, faut savoir et la connaissance de soi. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas forcément heureux. On ne sait pas ce qui nous rendra heureux, mais on sait qu'on n'est pas forcément heureux. Donc, faut travailler autour de ça et après faut réussir à faire des choix. Et comment on fait des choix? C'est en étant très bien entouré, en se connaissant et en ayant confiance en soi. Pour moi, c'est ça. Et donc c'est pas des choix faciles, mais quand on a ces trois choses qui nous entourent, c'est plus facile. La confiance en soi, enfin, c'est un sujet que moi qui me passionne parce que beaucoup de coureurs en manquent et tu sais que ça va arriver grâce à ça, mais en même temps, elle est Ouais, pas bah non, là, elle vient, elle part. C'est quelque chose qui se travaille. Hein. c'est ça, Il y a des c'est phases. Hein. et tu pars pas avec, peut-être des fois on va te regarder, on va voir tes comptes, tu fais: «Ah, la confiance en elle», c'est la façade qu'il y a, sur les réseaux qui est pas forcément 100 de ta personnalité. Tu vas pouvoir nous dire si tu es toujours confiante en toi ou pas, et dans la réalité, tu l'as construite aussi en faisant des choses et en te disant: «Ah ça a marché, cool, j'augmente ma confiance pour le prochain et j'y vais, étape par étape». Ouais, exactement. Ça se construit, faut en prendre hyper soin. Et c'est sûr qu'il y a des phases. Hein, et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'une partie, comme tu l'as dit. Mais non, c'est important de le travailler. Et quand on en a plus, quand on a une baisse, de l'accepter, d'y réfléchir. Franchement, la santé mentale et la confiance en soi, moi, c'est des choses que je chéris et que je fais hyper attention parce que dans le quotidien, pour faire des choix et même même dans le travail, ça se voit. Moi, je suis quelqu'un qui ça se voit directement sur mon visage si ça va ou ça va pas. Et tu vois, quand ça va pas, je vais pas poster
parce que j'arrive pas à faire semblant. Donc, c'est important de faire attention à sa santé mentale et à sa confiance en soi. Je pense que c'est un trait important quand on fait de la création de contenu et qu'on veut rester ce côté. Bah, je sais pas faire c'est authentique dans les deux Ouais. sens en fait. Ça va pas, je vais pas vous faire un sourire. J'ai eu la grippe la semaine dernière, j'ai pas sorti un contenu, une story. T'as reçu plein de messages de où est-ce que t'es? Non, les gens, ils ont tellement. Ça passe trop vite. En fait, voilà, ils voient ta story, ils ont une autre. Je pense que tu peux disparaître pendant un mois. À part tes parents, personne le remarque. Mais tu sais, c'est un peu la peur du créateur de. Justement, il y a tellement de contenu que tu peux disparaître d'un coup et. Enfin, je vais pas dire que personne s'en rend compte, mais bon, c'est quand même un petit peu. C'est là où tu vois le côté éphémère de la chose, où en fait, même si t'es là depuis longtemps, bon, bah en fait, tu t'es vite remplacé par autre chose. Ah, tout le monde est remplaçable et c'est éphémère. Ah non, mais ça, et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre. On est personne. On est juste, enfin, moi, en tout cas, je suis personne. Je suis que quelqu'un de lambda et je pense que c'est pour ça aussi que mes contenus fonctionnent. Je suis un peu la madame tout le monde qui court, qui essaye de se mettre parfois des objectifs, parfois pas. Je cours à Paris, sur les quais le soir. Et donc, c'est pour ça que je pense que le plus gros de ma communauté est à Paris et que je ressemble à tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne et que les gens se voient dans mes contenus, je pense. Ouais, je pense que tant que les gens, justement, se voient dans tes contenus, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le jour où c'est plus le cas, de toute manière, si les gens ne se voient plus dans ton contenu, bah, ils le regarderont plus. Ouais. Et ça s'éteindra. Et je parle pas pour toi, hein, je parle pour moi, c'est la même chose. Hein. Peut-être qu'à un moment, je serai dépassé et je dirais, bon, bah, ok, faut passer à autre chose parce que juste, t'as plus le discours qui parle aux gens. En fait, on peut se renouveler, on peut faire des choses différentes année après année, mais c'est pas toi qui. Toi, ton devoir, c'est de faire du contenu. Est-ce qu'il va être est-ce qu'il va plaire derrière ou pas? T'as pas une maîtrise énorme non plus là-dessus parce que Et la question, c'est est-ce que tu fais du contenu pour que ça plaise ou est-ce que tu fais du contenu pour toi? Ouais. Et ça, c'est la question et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je sais que aujourd'hui, je fais du contenu vraiment qui me plaît et que je pourrais consommer. Et en fait, je me dis que le jour où j'ai des haters, si le contenu me plaît, il me touchera beaucoup moins le commentaire que si je fais quelque chose pour que ça plaise. Ouais. Mais bon. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Ouais. Mais moi, je suis de plus en plus aussi à. Bah, je l'ai toujours fait, hein, mais après les années, il y a un moment où tu te dis ouais, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Il y a des trucs qu'on a arrêtés. Le podcast, c'était vraiment j'ai envie de faire ce truc. Let's go, en fait. Trop bien. On va en profiter pour parler avec toute la terre des coureurs. C'est trop bien. Que tu peux pas prendre. Enfin, c'est pas que tu peux pas prendre le temps au quotidien, mais c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Et là, tu as un moment dédié pour une personne dédiée. Donc, du coup, ça délie les langues. Et non, c'est trop bien. Avec nos téléphones en mode avion, où il n'y a pas attends, j'ai reçu une notif et machin. Enfin, ça, ce truc-là, aussi, je trouve ça cool, cette déconnexion, parce qu'on l'a pas. On l'a jamais quasiment. Non. Ou alors, il faut vraiment se forcer à le faire. Et là, je sais qu'à chaque fois qu'on enregistre, en fait, ton téléphone, tu t'en fous. Il n'y a pas un moment où tu te dis attends, il faut que j'aille regarder. Ouais. Juste, ça n'existe pas. Et ça crée ce genre de moments qui sont un peu intemporel. Et bah, j'espère que ça donne un peu aussi ce côté-là aux coureurs quand ils vont l'écouter en courant et qu'ils se disent ah, je suis dans mon monde, la vie n'existe plus autour et je profite. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis la course à pied. J'ai cru comprendre que toi aussi, tu étais pas mal dans ta tête et que c'est une bulle. Comment tu vis tes entraînements au quotidien, Joséphine? Mes entraînements au quotidien, j'avoue qu'il y en a qui disent je déconnecte, je pense à mon esprit artistique se développe. Moi, quand je fais mes entraînements, je souffre. Je me dis, OK, t'as 25 km à faire. T'en as fait 2. 2, c'est quoi? C'est 2 fois. Je fais ça tout mon entraînement. Non, mais je trouve des moyens de me motiver. C'est un truc de malade. Honnêtement, je pense... après... du coup, c'est un moment où je pense qu'à ça et donc je déconnecte d'une certaine manière. Mais honnêtement, mes entraînements, là, surtout là en prépa marathon, je souffre. J'ai pas envie d'aller courir. Là, je suis en plus sortie du rythme, ce qui est hyper dur. Et là, j'ai envie de faire des contenus là-dessus parce que je trouve ce qui est hyper dur, c'est quand tu sors de ta routine sportive de t'y remettre. Et là, j'ai fait une pause de 7 jours, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Je fais au moins un peu de sport. Là, 7 jours. Grosse grippe. Je pense que même Thomas Pesquet est au courant que j'ai eu la grippe tellement je l'ai répété dans sa capsule. Bref, de faire une pause et là de reprendre. Bon, je pense que j'ai encore un peu des résidus de la grippe. C'est trop dur.
franchement, même pour des gens sportifs, c'est trop dur. Donc, je me dis, des gens qui sont pas trop sportifs, qui se mettent ou qui se remettent à courir, mais c'est trop dur. Mais je Donc là, c'est dur. partage tellement. Parce que physiquement, c'est dur, mais quand tu fais une pause, en fait, ton cerveau en mode cool, on court plus. Et alors que toi, t'as envie de courir. Mais il y a quand même ce côté, on fait plus rien. En fait, on cherche à ne rien faire en tant que. Notre cerveau, en tout cas, cherche à nous faire le moins de trucs possible pour qu'on se repose pour. Quand on se fera attaquer ou je sais pas quoi. Enfin bref, ce truc qui n'existe plus dans la vie aujourd'hui. Et je suis content que tu ailles sur un aspect des prépas où c'est dur. C'est dur. Moi, je le dis en fait, et je cours beaucoup. On pourra avoir l'impression, ah bah oui, c'est devenu automatique. Ça l'est dans mon agenda, mais c'est dur quand même. Et je me revois. Depuis avant-hier, là, j'étais au Havre. On est à Paris, donc et je vais courir mon deuxième run de la journée parce que je me suis remis sur un entraînement un peu costaud. Et là, j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça et que tu vas te refaire un 30. C'était un 30 minutes, hein. C'est rien du tout, 30 minutes. Mais pour autant, quand t'es là le midi, que t'as fini ta réunion, que t'y vas et que tu dis attends, faut que je sois rentré à cette heure-là, tu dis mais. Et t'y vas et tu fais ton truc et tu comptes les kilomètres à partir de 1. Ouais, tu vois. Ouais. Et quand t'es dans ce mode-là, c'est alors là, je sais que je vais être là ça au va kilomètre long. 2. Après, je suis là et puis il faut que je fasse demi-tour pour rentrer. Donc de toute façon, j'ai plus le choix. Mais il y a certains moments, tout est dur et je parle d'endurance fondamentale. J'étais à 5 au kilo. C'est pas et des fois c'est tout aussi dur qu'une séance de fractionné en fait. Ça dépend de ce que tu as mangé la veille, du mood, du mental. Le mental, ça change tout. De ta montre, il suffit que ta montre, elle te dise moins 2 de conditions physiques et c'est bon, ta séance, elle va être hyper dure parce que tu viens de voir moins 2 de conditions physiques. Voilà, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que parfois il faut un peu déconnecter. Ça a le droit d'être dur. Tu vois, moi avant-hier, je suis allée courir avec mon copain. Je lui ai dit mais j'ai pas envie, c'est hyper dur. Il me dit même si c'est dur et même si la séance tu la réussis pas, ça sera déjà ça de fait. Et ça travaille, quand c'est dur, ça travaille le mental. Parce que, par exemple, sur un marathon ou même un semi, même un 10, ça sera dur à un moment. Et c'est ce genre de séance où tout était dur qui t'aidera. Donc, même si c'est dur et même si tu respectes pas ta séance, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et la course à pied, c'est dur pour tout le monde. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Et si c'est dur pour toi, ça sera dur pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faut aussi se dire, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est important de le retenir que quand tu vois courir des toi qui court régulièrement, des Dorian qui se fait son défi marathon. En fait, je pense que l'image des réseaux sociaux, en plus quand tu vois la foulée, machin, tu dis ah ça court vite, c'est beau, et tu regardes pas ce côté. Oui, mais c'est dur. C'est dur. Et c'est dur pareil, quelle que soit la vitesse, quel que soit le niveau. En fait, on partage ce truc qui est exactement le même de c'est dur. C'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'après on est fier, c'est pour ça qu'après on a la confiance en soi. Ouais, tout ça, en fait, rien ne se développe dans la facilité. Tout se développe quand c'est dur, que tu le fais quand même, et qu'après tu te dis, hey, j'ai réussi. Bah ouais, c'était facile, ça deviendrait ennuyant. En vrai, si c'était facile, on le ferait pas. On le ferait pas. On le fait justement parce que c'est dur et parce que tout le monde ne peut pas forcément y arriver, donc ça nous met que on est un petit peu spécial, on est un petit peu plus fou que les autres, on a quelque chose en plus ou en moins. Alors que pas du tout, on est tous pareils. Ouais, mais en fait, la confiance en soi, c'est ça. C'est de se dire, un peu de se survaloriser pour se dire, parce qu'on a tendance, pour beaucoup en tout cas, à plus se dévaloriser de base. Et tu fais un truc que tu pensais pas pouvoir faire. Et là, tu te dis, ah non, en fait, je peux faire des trucs. Et du coup, j'entends d'autres. Et en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. T'es bien placé pour le savoir. Tu réussis des trucs et tu dis, ah bah du coup, je vais faire ça. Et puis après, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, ton état d'esprit aide beaucoup à réussir. Parce que si tu te dis, ok, j'y vais, ça va marcher, tu mets quand même beaucoup de chances de ton côté que ça marche. C'est évidemment bien encadré, bien préparé. Mais dans les faits, tu mets quand même beaucoup de chances que ça marche. Si tu te dis dès le début, je pense que ça va le faire. Ouais. C'est pas de la surconfiance, c'est je pense que ça va le faire, je vais donner mon max, et puis après, advienne que pourra. Ouais, et si on réussit pas, on regarde pourquoi on n'a pas réussi. Tu vois, là, moi, je tente un sub 3 heures. J'ai honnêtement très peu de chances d'y arriver parce que là, ma prépa, elle est plus que bancale. Mais je vais tout faire pour. Je l'ai annoncé. J'aime bien, parfois, tu vois, annoncer. Je fais plein de courses. Et parfois, c'est des courses pour le plaisir, mais je trouve que parfois, annoncer, en fait, t'annonces quelque chose et que t'y arrives ou que t'y arrives pas, t'en tireras des leçons forcément. Donc, je vais le tenter. Et si j'y arrive pas, la Terre, elle tournera toujours. Mes proches, ils m'aimeront toujours. Ça continuera. Donc, et j'apprendrai des choses. Mais c'est bien, voilà. T'annonces un truc quand t'as une course pour un objectif et t'essayes de t'y tenir. Et après, voilà, forcément, si t'y arrives pas, t'es un peu déçu. Mais
mais c'est plus toi qui seras déçu. Voilà, exactement. Et la réalité, c'est que, moi, un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'en fait, ton chrono, les gens s'en foutent. Ouais. Et que tu sois à 5 minutes de plus, de moins, c'est pareil. Ils vont regarder le truc de la même manière. Ouais. Et juste, toi, en tant que personne, t'as envie de faire un truc, tu as envie d'aller au bout. Et si ça marche pas, t'as un peu de déception. Ouais. Mais d'une, elle dure pas forcément très longtemps. Non. En fait, à un moment, en tout cas, ça dépend du recul que t'as sur ta pratique. Moi, j'ai eu une période où j'étais très ah non, il faut faire ça. Et si ça marche pas, c'est la fin du monde, comme beaucoup. Mais moi, ça m'est passé au-dessus il y a bien longtemps. Et le plaisir, il est pas que dans la course. Je sais que je t'ai déjà entendu dire ça aussi. C'est le plaisir de préparer le truc. Ouais. Et après, la course, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, mais en c'est fait, quand ouais. t'es dans la prépa, c'est cool. Ouais. Et c'est ça qu'il faut apprécier. Tu passes ton temps à faire ça, en fait. Ouais, de manière, une prépa, quand tu fais un marathon semi ou 10, t'es obligé de faire une prépa, donc t'es obligé de passer par là. Et en fait, c'est ça. Moi, du coup, c'était très compliqué mes périodes. Donc, j'ai fait du conseil et j'ai pas du tout aimé ces années-là. Et en fait, j'étais pas heureuse, j'étais pas fière de moi. Le travail, on me valorisait pas et je faisais rien pour être valorisée. Et en fait, ce qui m'a entre guillemets sauvée, c'est la prépa. En fait, c'est de voir que j'ai été capable de faire une préparation. En fait, c'était comme un projet. Je faisais de la gestion de projet dans le conseil, mais j'avais 0 projet. Mais en fait, je me suis dit, je vais créer mon propre projet, le projet marathon, de le préparer. Et donc, c'est ça, de le faire au final, que tu le fasses, même que tu n'y arrives pas. Bref, si, c'est quand même mieux d'y arriver quand tu l'as préparé, mais c'est vraiment toute la préparation qui est incroyable et c'est là où tu apprends le plus. Donc voilà, donc je suis d'accord avec toi. Comment t'avais, si tu te remets un peu en arrière à l'époque, quand tu découvres un peu le marathon et que tu prépares ton premier, c'est quoi comment t'es arrivé dessus? Comment tu voyais le Impossible, truc? fou furieux, malade. Je me disais, mais les gens qui courent des marathons, moi je venais de l'athlétisme, de l'endurance. Donc l'aspect endurance. Endurance, c'était quoi l'athlète? 1500, 3000 mètres. De l'endurance, c'était ça. Donc, marathon, jamais. Bon, après, j'avais un peu arrêté avec l'école de commerce. Je faisais plus des marathons que des marathons. Et en fait, le marathon est encore, tu vois, mon premier marathon, c'est 2021 ou 2022. 2021. Donc, c'est pas si longtemps. À l'époque, personne faisait des marathons. Ouais, ça a vite changé. Je l'ai mis sur LinkedIn. Ça avait fait des milliers de vues sur LinkedIn. Que j'avais fait le marathon, j'avais fait des caisses de projets et tout. Mais personne faisait des marathons. Tous mes copains étaient venus. Enfin, c'était aujourd'hui, quelqu'un fait un marathon, oui, tu viens. Mais maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait des marathons. Moi, en quelques années, j'ai vu les quais de Seine, l'hiver avant, il y avait personne. Il faisait froid. T'avais des gens l'été qui couraient un petit peu. Dès qu'il faisait froid, qu'il pleuvait, maintenant, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soit 6h du matin, 5h du matin, midi, 13h, t'as du monde tout le temps. D'accord. Moi, quand je suis ici, je vais courir souvent 6h30 le matin. Là, en plus, il fait nuit. Ouais. Et il y a du monde, mais vraiment du monde en plus. Mais en plus, des gens équipés avec les lampes torches. Là, je suis allée sur les quais, les gens ont des lampes torches, mais c'est un truc. Et je suis trop contente, moi, tu vois, quand il y en a qui disent oui, bon, c'est d'autres sujets, mais il y a trop de monde qui viennent aux courses, machin. Moi, je suis trop contente. Je préfère ça que les gens soient dans des caves et prennent de la drogue. Je suis trop contente. Oui, c'est un effet de mode, mais c'est trop bien. Les gens courent et c'est trop bien. Ils kiffent, ils sont entre potes et voilà. Juste équipez-vous, préparez-vous pour pas se blesser. Parce que, voilà, ce qu'on voit sur les réseaux, faut se préparer. Bref. Mais donc, voilà, quand j'ai vu le marathon, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Et j'avais besoin de ce truc impossible pour moi, pour aller mieux et faire quelque chose. Voilà, c'est comme tu te dis, je vais monter le Mont Blanc, je vais faire un truc impossible pour en vrai vraiment te sortir de ton quotidien et trouver une source de bonheur, un peu un rêve. Et voilà, c'est comme ça que je me suis préparée au marathon. Vraiment, c'était un truc... ma plus grande distance, c'était 20 km. 20 km, les 20 km de Paris. Après, dans ma prépa, j'ai fait le semi de Paris. Mais j'avais jamais... Avant un marathon, j'avais jamais couru 26 km. Ma prépa, que mon coach d'athlète m'avait fait, ma plus grande distance, c'était 26 km. Donc vraiment, je me lançais sur le marathon à l'inconnu. Et le marathon, c'est plutôt bien passé? Incroyable. Le smile des gens. Vraiment, si c'est votre premier marathon ou pas, vraiment, dites à vos proches de venir, le soutien. Tu vois, moi, sur mon marathon, ça a été 30%. Le soutien, et ils m'avaient dit où ils allaient être. Donc, en fait, mon marathon, il était découpé. Et tu vois, c'est ce que j'ai toujours refait sur mes cours, sur la Saint-Élion surtout. Je découpe mes cours. Jamais je me dis, je me lance sur 80 km de Saint-Élion. Je me lance sur 20 km et je découpe par ravito. Et là, en fait, pour mon premier marathon, j'ai découpé par copains et famille qui étaient là. Donc, je savais que j'avais des gens au 7e, 13e,
Donc j'étais ok, là je vois ça, et en fait j'ai découpé mon marathon et c'est passé en 3h25 du coup. Mais voilà, donc du coup que les gens viennent et surtout te préviennent, parce qu'il y en a qui disent je vais faire la surprise. Surprise c'est bien, mais en fait tu vas tellement vite, enfin tu cours que tu vois à peine la personne, et tandis que si tu dis à la personne où tu seras, elle peut vraiment t'attendre et avoir du plaisir à t'attendre et à te voir. Ouais, bah, de toute façon, je pense que tu résumes bien ça aussi dans ce que tu fais. C'est un sport individuel, mais c'est presque un sport co avec Ouais, toi, c'est un en fait, sport co. le Ouais. running, parce que c'est rare qu'on te voit Ouais. seul. Et il y a toujours ce côté partage qui est de plus en plus aussi présent chez les coureurs en général. Enfin, nous, on le voit beaucoup sur campus, l'aspect Ouais. humain sur le terrain, en fait, se développe très vite depuis la période dont tu parles, en fait, parce Mm. qu'on veut faire ça, les groupes de course, depuis le début, là, 2021, 2022, mais au début, c'était compliqué. Et là, depuis 2-3 ans, ça explose comme jamais, et c'est vraiment une tendance qui est en train de partir en flèche, en fait. Mais parce que pourquoi je pense juste que les gens sont seuls. Hmm. L'isolation sociale devient de plus en plus grande. C'est un fléau aux États-Unis, mais en France, Hmm. ça devient. Et en fait, la course à pied, ça lie quelqu'un. Aujourd'hui, bah, t'es lié avec qui? T'es lié par tes collègues de bureau, mais en temps extra professionnel. T'as peut-être pas forcément envie de voir les gens du bureau. T'as ta famille. Et si t'as de la chance, t'as 2-3 amis que tu connais depuis longtemps. Mais en fait, si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, à part sur les applications de rencontres où tu sais jamais trop sur qui tu vas tomber, mais en fait, la course à pied, ça te permet de te rencontrer, d'enlever tout ce truc superficiel parce que tu vas transpirer dès la première minute. Donc, du coup, tu vois les gens comme ils le sont vraiment. Et t'as ça. Et en fait, si t'as le sport et la course à pied qui te relient, tu vas forcément bien t'entendre avec les personnes parce que t'as des valeurs et des principes en commun. Et je pense que vraiment, l'aspect humain, oui, il vient de la course à pied, mais il vient surtout d'un profond mal-être de la société Ouais. et de l'isolation. Et en fait, ça te permet de rencontrer des gens, de sortir un peu de ton quotidien et de t'inspirer aussi des autres. Moi, comment je me suis mis au trail? Bah, bêtement, je courais avec des copains à Paris qui faisaient du trail et ils m'ont dit, mais si, mais toi, la Saint-Élion, oui, la Saint-Élion est un petit trail, même si c'est le trail des Parisiens, c'est un petit trail. Et ils m'ont dit, fais ça. Et en fait, les gens, c'est avant tout de se comparer. Moi, c'est vraiment ma lutte sur mes réseaux, arrêter de se comparer. C'est une source d'inspiration. En fait, pourquoi tu vas avoir d'autres objectifs, pourquoi tu vas avoir des idées, c'est parce que des gens vont t'en parler. Et donc, tu as les podcasts pour te donner des idées, comme Endorphine. Et tu as aussi les gens quand tu vas courir avec, parce qu'ils vont te dire, bah, moi, je vais faire ça, je vais faire ci. Ça va inspirer tes objectifs, tes idées, et tu vas faire des choses. Concrètement, moi, ma vie, c'est ça, en fait. C'est me faire emmener à droite, à gauche, parce que je vois des trucs. On parlait juste avant de commencer d'enregistrer de l'Aerox. Bah, voilà. Bon, j'ai Bart qui a dû m'en parler pendant le podcast qu'on a fait en janvier. J'ai Tristan qui en a fait un qui voulait m'embarquer dessus en avril, où je dis ouais, non, je sais pas. Bref, j'en ai entendu parler toute l'année. Cet été, quand ma sœur, ou je sais plus quand c'était les inscriptions, ma sœur me dit hey, on le fait en duo. Je dis, bah oui, en fait. Bah déjà par ce côté partage. Ouais. Avec ta sœur, enfin un truc que tu C'est dis, ah bah ouf. ouais, C'est évidemment, ouf. quel que soit ce que tu me demandes, je dis, bah trop cool. Bon, après, il faut te dire, attends, c'est quoi ce truc? Mais, Réfléchir à 2 fois. mais tu vois, en fait, tu vois l'engouement qu'il y a autour, et je sais que dès qu'il y a un engouement, va y avoir ce côté, bah, comme tu disais sur la course sur route, ah, ils font chier avec leur, parce que t'as des gens qui, dès qu'il y a trop d'engouement, ils s'en vont et ils disent, ah non, c'est de la merde. Ouais. Alors que on devrait plutôt se féliciter que ça emmène plein de gens à bouger, à avoir en plus une pratique équilibrée, endurance, force, mobilité. Et moi, je sais que j'y reviendrai en fait, juste parce que ouais, la hype du truc, elle est justifiée aussi. En fait, tous les trucs qui ont une hype, c'est pas juste les réseaux sociaux. Ça, c'est faux. Non. C'est parce que quand tu vis un truc, sur le moment, t'as kiffé. C'est pas juste parce que t'as fait une story et que ça, on s'en fout. En fait, c'est le. Et qu'il y a Bart qui t'en a parlé. En fait, t'as les gens de ton entourage ou les gens avec qui tu travailles t'en ont parlé. Donc, du coup, ça t'inspire, ça te plante une graine. Et après, hop. Et après, il faut ta propre motivation pour passer le pas et pour ça. Oui. Mais donc, du coup, on en revient. Les autres, on a besoin des gens. On a besoin des gens. On a besoin des gens pour faire des choses et ça nous inspire. Donc, c'est bien de s'inspirer. C'est pas copier, c'est s'inspirer. Et c'est aussi. En fait, j'ai écouté pas mal de tes contenus là depuis 24 heures et du coup, mais je pense que tu disais un truc aussi sur le côté influence en fait et c'est bien d'influencer les gens dans ce sens-là de faites des choses. Ouais. Et en fait, c'est pas pour se montrer soi. C'est oui, tu t'utilises comme outil en fait pour le montrer, mais la réalité c'est que tu dis aux gens vas-y, fais des trucs, regarde, moi je fais ça, je te dis pas de faire la même chose, mais inspire-toi. Ouais, fais un truc. Et si t'as fait un truc, toi, t'as gagné parce qu'en fait, t'as emmené une personne à
à bouger plus que ce qu'elle aurait fait et à se motiver dans ces moments où juste ces moments durs, de dire pourquoi je fais ça. Ah ouais, c'est vrai, elle a fait ça à la fin, c'était cool Ouais. et en fait c'est une roue qu'on pousse tous un peu ensemble où un jour tout le monde sera sportif et enfin, J'espère. c'est sûr. Mais tu vois, moi, j'ai jamais voulu être créatrice de contenu. Moi, ça m'est tombé dessus vraiment. Pourquoi j'ai ouvert ce compte-là? C'est avant, j'ai un compte perso. Et moi, dès que t'as quelqu'un qui part en vacances, un de mes copains, je leur dis, mais mettez des stories. Là, j'ai une copine qui part en tour du monde 2 ans sans prendre l'avion. Mais mets des stories parce qu'en fait, j'ai jamais vu, moi, la story comme se montrer. J'ai toujours vu la story comme quelque chose de partagé. Et moi, tu vois, quand j'ai des copains en vacances et qui mettent des stories, j'ai l'impression d'être en vacances. Je regarde, ça me donne envie. Donc, je me dis, je vais travailler 2 fois plus pour pouvoir réussir à partir. Ça va me donner envie sans show off. J'ai pas du tout, moi, cette version de la story. Bref. Et en fait, je saoulais mes potes avec le sport parce que je mettais plein de contenu sur le sport et j'avais l'impression de les saouler. Donc, j'ai ouvert Joggeuse. Vraiment, comme ça, c'était l'initiative de chacun de s'abonner et je forçais personne à suivre ça. Et c'est monté comme ça pendant que je bossais pour les JO et je l'ai fait à côté. Et en fait, c'est monté. Bref. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai ce truc de me montrer à faire du sport. J'ai les cheveux gras, je suis horrible. C'est pas du tout pour montrer. C'est vraiment je me dis, putain, si quelqu'un me suit et hésite à aller courir et voit ma story où je suis en train de courir, il va se dire, putain, ok, cette personne, elle est allée courir, je vais courir. Tu vois, pas de la compétitivité malsaine, c'est vraiment vertueux. Ok, elle est allée courir, vas-y, ça me donne ce petit grain de motivation qui me manquait pour aller courir. C'est vraiment ma mission sur ce compte, c'est de motiver et d'inspirer les gens à aller courir. Et faire des choses. Ouais, n'importe quoi. Ouais, Mais faire des choses. juste bouger. Ouais, vraiment. Même si c'est sortir, t'écouter, te regarder en marchant, bah déjà... Mais mon rêve, c'est que tu vois, les médecins, quand ça va mal, ils ouais. prescrivent du sport. Parce qu'en fait, je le vois, hein, quand t'es mal, tu te fais quitter, t'as eu un décès. Attention, on réagit tous très différemment, mais la majorité des personnes vont scroller, regarder des films, regarder la vie des gens qui est fausse sur les réseaux sociaux. Pas fausse, mais tu vas avoir l'impression que ta vie, elle est tellement moins bien qu'une personne, alors que pas du tout. Alors que si ça va mal et que tu te reconnectes à la réalité, que tu sors, que tu vas faire du sport, ça sera dur, mais en fait, tu vas rencontrer des gens, rencontrer des idées et tu vas te reconnecter avec le moment présent et ton corps. Et ça ira en tout cas mieux, plus rapidement que si tu restes et tu fais rien sur ton canapé. Donc vraiment, c'est faire des choses. T'as tout dit, c'est faire des choses. Le vrai problème de ça, et c'est Jérémy Ferrari qui en parlait, il disait en fait, ça, quand tout va bien, c'est super facile de l'appliquer. Ouais. Et quand tout va mal, bah, c'est là où tu as envie de rien faire. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est le plus bénéfique de bouger, bien manger, bien dormir. En fait, c'est là où tu en as le plus besoin, mais c'est là où c'est le plus dur à faire. Ouais. Et c'est pour ça que nous, bah, en fait, on le sait, on le vit. Donc, en fait, c'est super simple pour nous d'appliquer tout ça. Le plus dur, c'est le chemin qui t'y emmène. Et en fait, il faut qu'on trouve les raccourcis pour emmener le maximum de monde vers ça. Et au moins, la petite étincelle qui te fait débuter. Je pense qu'on peut pas faire plus que juste faire du contenu et espérer que ça emmène un maximum de monde, hein, de toute façon. Mais à chaque fois, je me dis... Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est pas bien, qui vient de faire quitter ou qui traverse une phase compliquée, prenez cette personne et allez faire un cours de sport, un cours de renfo dans une salle. Moi, je me rappelle, je traversais une phase pas très bien l'année dernière en septembre, tu vois, comme quoi la vie, là, ça va très bien, mais la vie, c'est vraiment des cycles. Ça 100%. tourne, ça vient, ça part. Et j'ai ma meilleure copine qui m'a emmené faire un cours de vélo en intérieur. C'est chez Dynamo, je crois. J'ai détesté, mais ça m'a tellement sorti, ça m'a fait transpirer, j'ai chanté, j'ai pleuré en même temps. Et en fait, juste, voilà. Honnêtement, si vous connaissez quelqu'un qui va pas très bien, prenez-le le temps d'une matinée, allez faire un cours de sport, de course, de pilates, de je sais pas quoi, mais ça sort le temps d'un moment. Et en fait, c'est un petit chemin, ça, plus ça, plus ça. Ça fait faire des choses et ça fait sortir plus rapidement. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, je suis d'accord. Et n'idéalisez pas la vie des créateurs de contenu où vous avez l'impression que tout est beau tout le temps. Ouais. Que bah oui, là, on est face à une caméra, bah on est content. Ouais. Mais ça ne reflète pas la vie. On pourrait, c'est pas le cas en ce moment, mais on pourrait très bien être malheureux sur d'autres aspects. Et en fait, juste, bah tu travailles aussi quand tu fais ta création de contenu. Bah oui, c'est du travail. T'es dans un mode qui te fait plaisir, mais ça veut pas dire que tout le reste va bien. Et souvent sur les réseaux, on peut se dévaloriser en disant moi ma vie c'est de la merde parce que regarde lui il fait ça, et puis il va bien, et puis lui il est là. Ouais. Alors qu'en fait c'est une fenêtre, une petite partie de la Exactement. vie. Et tu parlais des stories. Moi j'en fais pas tant que ça parce qu'en fait c'est pas mon kiff principal. Alors, je suis clairement pas là pour me montrer dans les stories parce que littéralement je me force à montrer des trucs pour dire faut quand même montrer un peu de la vraie vie de ce qu'on vit en tant que sportif, créateur de contenu pour que les gens voient ça. Mais
j'ai un peu ce biais de comment les gens vont l'interpréter. Est-ce que j'ai dit ça, mais du coup, ils vont se dire Ouais. alors que Surpenser. ouais, Non, mais c'est en plus. Non, c'est important. On met quand même notre propre vie sur des réseaux sociaux. Bah, tu vois, quand je suis dans le métro et que je vois des gens chelous scroller, je me dis, mais ma vie, en fait, elle est vraiment sur du. Donc, faut faire attention. Non, mais faut faire attention et faut montrer que ce qu'on veut montrer tout en gardant à côté. Et c'est ça, en fait, la complexité de la chose. C'est garder une vie privée parce que c'est très important et on peut pas mettre toute sa vie sur les réseaux et montrer la nécessité pour réussir à transmettre le message que tu veux faire passer sur tes réseaux. ouais. Surtout que, enfin, tu le disais, mais bah, toi aussi, t'es arrivé là un peu par hasard, même si après, t'as bossé beaucoup pour en arriver là. Mais initialement, il n'y avait pas un ah oui, je vais construire un truc. Moi, je fais le parallèle de quand je crée un blog en 2013. Mais à cette époque-là, c'était moderne. Pourquoi je fais ça? Parce que je cours. J'ai déménagé dans une ville pour le boulot où je connais personne. Elodie, elle court pas et elle en a marre que je lui parle de course à pied. Donc, et au boulot, personne court. Donc, en fait, bah, moi, j'ai envie de parler de mon truc et tu écris et 10 ans plus tard, tu ça te retrouves. Embarque Mais c'est vraiment ce truc de hey, j'ai besoin d'en parler. L'avantage des réseaux sociaux, de tout ça, c'est que ça permet de le faire et de trouver des gens. Et enfin, moi, mon but, c'est aussi que les gens puissent se connecter entre eux, pouvoir aller courir entre eux. Enfin, on n'est pas loin de faire ça avec les groupes, mais à un moment, je pense qu'on aura aussi des outils qui vont vraiment te connecter un peu comme du dating, mais de coureur, quoi. Enfin, juste, hey, toi, tu cours là, moi, je cours là, on court à la même heure, vas-y, on y va ensemble. En plus, on a les mêmes sujets d'intérêt. Enfin, je vois tellement et moi, le premier, quand je vais courir, bah, je sais jamais quand je vais courir, en fait, donc je cours souvent solo. Et mais ça, c'est bien aussi. Moi, ça me plaît, hein. Je suis à l'aise avec ça. Mais il y a des moments où je me dis, ah tiens, aujourd'hui, j'aurais bien couru avec quelqu'un. J'aimerais bien ouvrir un truc et me dire qui c'est qui est dispo en ce moment, qui c'est qui va courir, parce qu'il y en a 8000 là qui sont sur les quais et au bord de mer. Mais le choisir, tu vois, on parlait à un moment d'une application où tu vois en direct où t'es en train de courir, mais moi ma phobie, j'aime bien parfois justement aller courir parce que c'est mon moment, c'est instantané, je n'ai pas trop réfléchi parce que si tu réfléchis trop, tu restes sur ton canapé. Donc, mais je comprends parfois, t'aurais envie de voir des gens qui sont disponibles, mais oui, mais ça viendra. C'est la prochaine. On va le faire. Ouais, c'est la prochaine application qui sort, c'est sûr. Mais tu sais, il y a l'équilibre entre, il y a des moments où c'est l'inverse. Il y a des moments où je cours, croise quelqu'un qui me reconnaît, qui va faire demi-tour et venir courir, et t'es en mode, là, par contre, là, t'es rentré dans mon cercle et je me sens agressé et j'ai pas envie de te renvoyer ça, mais c'est pas moi qui choisis, c'est c'est ton feeling à l'instant T. Oui. Et c'est comme vraiment, chacun. Oui, il y a des moments où tu as envie d'être là, tu sais que tu vas prendre ton moment tout seul. Ça me fait penser le matin à 8h quand tu croises quelqu'un que tu connais dans le métro. Tu sais, tu as des périodes où tu as envie d'aller dire bonjour à cette personne et d'autres périodes où, voilà, c'est exactement ça. Ouais, bah de toute façon, on est des humains, on n'est pas d'humeur stable, on a des profils tous différents. Moi, plutôt introverti, donc en fait, tu rentres dans mon cercle, quand je l'ai pas décidé, ça va me stresser. Ouais. Et en fait, c'est OK. Juste, chacun fonctionne différemment. Juste, on trouve notre petit. Mais avoir les outils qui peuvent nous connecter quand on en a envie, certains plus que d'autres, je pense que c'est la prochaine étape pour que ce sport devienne encore plus cool qu'il ne l'est déjà. Peut-être bientôt sur campus. Peut-être. C'est bien, on construit le futur en live, j'aime ça. On était sur ton premier marathon. On a dérivé un petit peu sur le sujet, mais j'aime ça. C'est le but aussi de ce podcast. Moi, je voulais revenir sur justement ce premier marathon. 3h25 pour un premier, solide au final, avec un passif, encore une fois. T'es pas arrivé bien sûr, non, bien sûr. Ce qui est toujours compliqué quand tu viens de l'athlé, c'est que t'as une grosse base, parce que à l'athlé, tu construis ça. Moi, j'avais la même chose quand je suis arrivé sur marathon. Donc, c'est normal que t'aies passé plein d'étapes par rapport à monsieur ou madame tout le monde qui arrive, qui fait son premier, là, comme ça, en courant depuis 1 an. Mais est-ce que tu t'es dit quand même à ce moment-là, les longues distances, ça marche pour moi, enfin, ça me plaît, il y a un truc par rapport à ce que tu faisais avant qui était plutôt du court? Je pense que j'étais dans une période où je trouvais que je réussissais pas beaucoup, je brillais pas professionnellement parlant, comme je t'ai dit, c'était une phase compliquée. Et en fait, là, j'ai fait quelque chose que personne n'avait fait. Et en fait, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, OK, je crois que je suis bonne à ça, mais pas que j'étais bonne, parce qu'en soi, 3h25, ça peut être excellent
mais ça peut être très nul pour des gens. En fait, on est tous le bon et on est tous le moins bon de quelqu'un. Mais en fait, je crois que ce qui m'a plu, et c'est peut-être mal vu de dire ça, mais en fait, c'était que je faisais quelque chose que personne n'avait fait. Et donc, ça me rendait fière et j'en avais besoin. Donc, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, voilà, let's go. Mais attention, j'ai eu besoin d'1 an. J'ai eu besoin d'1 an de plus de courses. Je faisais pas beaucoup de courses. Moi, avant, j'avais fait un marathon et j'ai eu besoin d'1 an de plus de dossards pour juste retrouver le plaisir de courir. Parce qu'une prépa marathon, ne le banalisons pas. Quand on court tout le temps, toute l'année, la prépa, c'est juste des séances qui changent un peu. Quand quelqu'un court pas beaucoup, est début coureur et se met dans une prépa, c'est épuisant. On n'en peut plus. C'est entre 8 et 12 semaines, si je me trompe pas. 8-14. Voire plus, mais en fait, Voilà. dans tous les cas, même un premier, c'est une découverte pour ton corps, c'est un truc qui va être dur et que tu vas forcément prendre du temps à récupérer. Et donc, c'était incroyable. Mais en fait, là, j'avais envie de retrouver le plaisir d'aller courir sans cadre, sans rien. Et après, en fait, après cette longue période d'1 an, ça m'a trop manqué le cadre, ça m'a trop manqué le dossard. Et faut créer le manque aussi quand t'as eu un peu, pas une sorte de dégoût, mais que t'as, voilà, que, attends, une prépa, je me rappelle, sur les quais, je terminais en pleurs, tout le monde était en train de boire des verres en février, il faisait nuit. Et moi, c'était 3-4 séances par semaine. En fait, en plus, quand c'est ton premier, tu respectes la prépa à la lettre parce que t'as trop peur. Moi, maintenant, ma prépa, je la respecte plus du tout. Faudrait vraiment que j'ai un peu plus peur. Mais donc, j'ai eu besoin vraiment d'une grande pause après marathon. Et après, voilà, ce marathon, je me suis dit, OK, ça me manque. Et là, je crois que je commençais à lancer mon compte. Je sais plus trop dans la time-lapse, mais je me suis remise à courir. Et en fait, quand j'ai lancé mon compte, je me suis dit, OK, je lance ton compte, mais ne te compare. Jamais. Genre vraiment, moi, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Parce que c'est facile quand t'as un compte. Les gens, moi, je me rappelle, là, tu vois, j'ai fait un trail avec mon copain, la MCC, et les gens me doublaient, ils me disaient, mais t'es censé être devant, toi, c'était pas à ta place. En fait, les gens vont mettre une étiquette, et donc, si t'es pas fort, et bien tanké sur tes 2 jambes, tu peux vite développer de la compétitivité malsaine, essayer d'aller gratter du temps, parce que du coup, t'as de la pression des gens. Et en fait, moi, je me suis dit, déjà, ça me rapportera plus d'argent si je raconte des histoires que si je suis sportive de haut niveau. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. Ouais. De toute façon, en partant de 3h25, c'est un bon temps d'amateur. Voilà. Mais il aurait fallu que tu sois plus rapide que ça pour dire, oh, là, il y a un potentiel. Ouais, voilà, exactement. Donc ça reste 1 heure de plus que les élites. Voilà. Donc, je me suis dit vraiment, l'objectif, c'est pas de se tuer. C'est pas ce que je viens chercher. Ce que je viens chercher, c'est de repousser mes limites et de me battre moi-même parfois. Et donc vraiment, mais tu vois, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quand t'es sur une ligne de départ et que tu sais qu'il y en a plein qui vont regarder ton temps, ton chrono, moi, tu vois, je l'ai transformé en force. Et je sais quand je galère sur marathon, je suis fatiguée, je me dis OK. Et j'entends un aller de joggeuse, ça va me booster 2 fois plus que de me mettre la pression. Et je me dis, les gens, ils me suivront, que je fasse 6 heures ou que je fasse un moins de 3 heures. Non, c'est parce que les gens, ils me suivent pas pour un temps, ils me suivent pour et donc, en fait, quand tu t'appliques ça, mais vraiment, c'est trop bien et t'as plus de pression. Mais c'est important d'avoir ça quand t'as un compte. Ah ouais, non, mais je partage à 10 000%. Et quand je disais, oui, 3h25, c'est 1 heure de plus que les élites. Ouais. Enfin, c'est la même chose pour moi. Hein. Je te le mettais à toi. Je veux pas qu'on le prenne. Non, j'ai démarré à 3h08. Quand tu démarres là, tu dis, bon, OK, je sais très bien que j'arriverai pas à 2h08. Enfin, 2h30, toi, oui, je crois que t'es à ces alentours, ça se rapproche du très très bon. Mais pour autant, ça change rien pour moi. En fait, que tu sois en 2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30, c'est un temps d'amateur. C'est juste que moi, je suis un hyper compétiteur. Ouais. J'adore ça et j'optimise ça depuis des années. Et du coup, j'ai réussi à gratter. Mais en fait, ça ne change rien au fait que pour être un pro, il me manque 20 minutes. Ouais. 20 minutes sur un marathon, déjà, c'est beaucoup. Il te manque aussi des sacrifices que est-ce que t'es prêt à faire? Non, mais même, de toute façon, c'est mort. En fait, moi, j'ai fait le deuil depuis des années, en fait. C'est, même si je voulais, il y a une limite de vitesse que je peux plus repousser et je peux encore gagner peut-être 5 minutes si je continue de pousser le truc. Mais ça restera toujours un bon temps d'amateur où moi, en tant que personne, je serais super fier de ce que j'ai fait. Et si je le fais, c'est justement pour ça. Ouais. C'est pour me dire, moi, je suis heureux de ça parce que je suis compétiteur et j'ai envie de me dire, quand je serai dans la phase régression, parce qu'elle va arriver à un moment, me dire, j'ai poussé le truc au max, donc ça, c'est fait. Je suis content. Je vais pas le regretter à 50 ans quand je me dirais, oui, maintenant, c'est trop tard.
Tu seras au reviens trail pas, à 50 ans et tu vas tout défoncer au trail. Mais tu sais, tu reviens pas en arrière. Donc, en fait, Ouais. c'est une pression du chrono qui est moi avec moi. Et en fait, m'en fiche des autres, en fait. Mais c'est vraiment ça. Et celle-là, tu as le droit de l'avoir. Ouais. C'est ça parce que souvent, on est en mode le chrono, il faut pas, ou alors c'est génial, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, ça dépend de toi. Si toi, t'adores ça et que t'es drivé par les chiffres et ce truc-là, bah, c'est autorisé. C'est trop bien. Toi, tu vises un sub 3 heures, bah, ça te motive aussi, en fait. C'est trop bien. Mais si ça te fout la pression et que t'aimes pas ça, bah, oublie le chrono, passe à autre chose. Limite, passe au trail, comme ça, il n'y en a plus du tout. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment chacun qui doit se faire ce qui lui parle et pas essayer de se dire ah bah les gens ils regardent le chrono donc moi aussi, ou alors les gens ils font ça et moi aussi. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. On n'a pas les mêmes foulées, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même background, on mange pas la même chose. C'est comme comparer quelqu'un qui fait du foot à quelqu'un qui court. On ne peut pas se comparer. Les pros, oui, forcément tu te compares quand t'es pro, mais nous, à notre niveau, ça sert à rien de se comparer parce que c'est incomparable. Mais alors on n'a pas du tout les mêmes choses, on passe pas notre temps, on n'a pas les mêmes métiers, pas le même quotidien. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Bah, c'est clair. En plus, moi, pour faire ça, je m'entraîne 8-10 fois semaine. Oui, je travaille beaucoup, mais j'ai la capacité un peu de jouer avec mon agenda comme je veux. C'est moi qui décide un peu. J'ai pas un patron qui m'a dit c'est ça les horaires. Et puis après, à la fin de la journée, t'es fatigué. Et ton entraînement, il va être forcément un peu moins qualitatif quand tu le fais à ce moment-là parce que tu l'as pas placé exactement où tu le voudrais. Donc, il y a des côtés... On a tous des avantages, des inconvénients, des qualités, des défauts. Et en fait, rien n'est comparable. Non. C'est ça qui est important à retenir et je suis content que tu... Et ça qui est beau aussi, parce que si on était tous des clones, ça serait chiant. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot. On peut se comparer, mais dans le plaisir qu'on y trouve. Ouais. Et ça, chacun doit y trouver aussi sa manière de le voir. Et bah encore une fois, si on reste sur le marathon, ceux que je retiens dans les 10 que j'ai fait, c'est celui que j'ai fait en accompagnant Nassim, parce qu'en fait, le passage de ligne d'arrivée, c'est mon passage de ligne d'arrivée avec le plus d'émotions versus tous les miens. Enfin, je sais pas pourquoi, là, j'étais dans une euphorie, en fait, alors que moi, j'étais dans un chrono OK pour moi, mais ce jour-là, j'étais dans... Et ça, je sais que j'en referai. Ouais. Alors, sur des marathons, je sais pas, parce que c'est dur, 42, mais à chaque fois que tu accompagnes quelqu'un, je sais pas comment tu as vécu ta MCC, toi aussi, vu que tu étais en aisance, mais du coup, en accompagnant, c'est la première fois que j'ai profité pleinement d'une course et d'un trail. J'ai fait une super vidéo, j'ai pu regarder... Bah, c'est drôle ce que tu dis. Cette année, moi, j'ai envie de faire le marathon de Paris en meneur d'allure. Tu vois, j'ai toujours fait le marathon pour moi. Là, l'année dernière, je l'ai fait pour mon papa. C'est lui qui nous a incité à courir, comme je te disais au début du podcast. Il avait jamais couru de marathon de sa vie. 3h30, 3h34, 59 ans. Donc, solide. On aimerait tous être encore là à 59 ans, déjà courir un marathon. Et partager ça avec son papa, mais la chance. Donc, mais tu vois, donc c'était incroyable. Et tu vois, je reçois tellement de force sur les courses. Aller joggeuse, moi, ça a l'effet vraiment d'un gel. C'est incroyable la force que je reçois sur les courses et juste le bonheur que ça me procure, que j'ai envie un petit peu de rendre ça. Et je trouve que meneur d'allure, en fait, tu mènes une allure et il y en a plein qui Moi, je me rappelle, pour mon premier marathon, j'ai suivi le petit drapeau 3h30, je lâchais pas des yeux. Et donc, je me dis, si je peux rendre ça, un peu toi comme tu as fait avec Nassim, je trouve ça trop beau. Ouais, il y a tellement de manières de profiter de ce sport. Enfin, ça, c'en est encore une autre. Et c'est avec ou c'est sans dossard aussi, parce que toi, tu fais plein de choses sans dossard qui sont aussi très fortes. Enfin, vraiment, les possibilités sont multiples et je trouve ça vraiment, vraiment trop cool de pouvoir montrer en fait que il y a pas une voie, il y en a 1000, il y en a autant que vous voulez en fait, et c'est vous qui décidez comment vous pratiquez ce on en sport. revient à se connaître soi-même. Ouais. Je reviens encore un petit peu en arrière du coup, sur un réel que j'ai retrouvé. Je suis passé à travers pas mal de tes contenus, mais il y en a un qui m'a bien parlé. C'est après le Summit de Paris 2025. Ouais. Dans un seul reel, j'ai noté plein de trucs en fait. Ouais. Déjà sur le fait que tu parlais de celui de 2024 que tu avais détesté et un an plus tard l'inverse. Wow. Je trouve ça hyper intéressant en fait sur exactement la même course, deux expériences totalement différentes. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Je sais pas si tu es allé voir du coup ma vidéo de 2024 du semi.
parce que du coup, j'étais là, mais c'est pas. Je l'ai ressenti juste dans la voix off que tu as fait sur celle de 2025. Je le fais vraiment en pleurs. Je le fais en pleurs et je le fais avec le même pacer que je remercie, que j'adore, qui est un de mes très bons copains. 2024, le semi, j'ai jamais aimé cette distance-là. Je pense que je l'ai jamais aimée parce elle est toujours entrée en compte de ma prépa marathon. Donc du coup, j'ai toujours fait un semi dans la prépa marathon et donc du coup, c'était toujours l'évaluation pour l'examen final. Donc t'es pas reposé, donc c'est... Et ça va plus vite qu'un marathon. Et vraiment, en 2024, je le fais à partir du kilomètre 5, ça va mal. Et un semi, à partir du kilomètre 5 où ça va mal, le semi va être long. Je le fais, les larmes aux yeux, les BPM, je pense que je suis à 198 de BPM et je tiens qu'au mental. Moi, c'est vrai que j'ai une force, c'est le mental. Et je pense que j'ai pas peur de me faire mal et j'ai un mental, waouh. Et je le fais au mental, vraiment, et je le fais en 1h29. J'avais dit à mon pacer, je vais le faire en moins de 1h30. Je fais en 1h29,58. Mais vraiment, à râler pas crête. Et tu vois, quand je passe la ligne d'arrivée, moi, si j'ai souffert toute la course, c'est pas une course. La course à pied, c'est pas fait pour souffrir. Oui, c'est fait pour souffrir les 10 derniers kilomètres, les 5 derniers. Et évidemment, un marathon, tu vas pas le faire en... Non, c'est pas le possible. Dernier quart, quoi. Le dernier quart. Que et même, c'est aussi sans cette petite souffrance, ça serait trop facile et t'aimerais pas forcément. Il faut un petit peu de souffrance. Mais en fait, quand tu souffres tout le long et que moi, les larmes, tu vois, mes copines, j'ai une vidéo, dans la vidéo de 2024, une mec qui me fait, allez, Joséphine. Et tu me vois, je suis là, enfin, vraiment, j'ai les larmes aux yeux parce que je souffre et je suis pas bien. Et semi 2025. J'ai pas du tout suivi de prépa parce que le marathon de Paris, du coup, je le faisais avec mon papa, donc j'étais pas en prépa marathon. Par contre, du coup, j'étais devenue créatrice de contenu full time. Enfin, c'était entre mes deux jobs, donc du coup, j'avais du temps, c'est vrai. Je bornais 130 semaines, 120 semaines, mais je partais le matin. J'allais faire mes rendez-vous en courant, je m'arrêtais, je revenais, donc je rentrais chez moi à 20h. J'avais borné 25 km, pas du tout d'un coup, mais juste, je courais, je m'arrêtais, je faisais un peu tout en courant. Et là, j'arrive, je suis en première ligne sur, je m'en rappelle, j'étais en première ligne sur pas le SAS Elite ni le SAS Pref, mais le troisième. Il y a des photos que Anne Hidalgo a repartagées d'ailleurs. On voit que des mecs et on me voit moi qui souris. Ils sont tous avec la montre et toi, t'es comme ça. Et je souris et je suis au top, je suis trop contente d'être là. En fait, je me dis, mais j'ai pas d'objectif. J'ai fait mon sub 1h30, vraiment. Oui, si je fais 1h29,50, si je gagne quelques secondes de mon chrono, c'est toujours bien, mais vraiment pas. Et je suis bien, je vois mes copains, c'est devenu un peu mon métier, donc en fait, je suis trop contente d'être là. Et je vole. Et je pond à 1h21, je fais 26e femme, et je suis en aisance, mais complète. Et je me dis, il y a plein de choses qui ont changé. Ma manière de m'entraîner, attention, faut vraiment suivre un programme. Je dis pas qu'il faut s'entraîner comme ça, mais j'ai un peu mis moins de pression sur le programme d'entraînement. Je suis heureuse, je viens sans entraînement, j'ai confiance, je suis bien et je suis en forme. Attention. Non, mais c'est ça, c'est que ce que tu dis là, c'est que la forme, t'as pas été la chercher par une structure d'un programme qui te permet d'arriver, mais en fait, le 120 km semaine, personne, très peu de gens vont aller toucher ce genre de volume dans tous les cas. Mais ça, c'est évidemment un raccourci vers la forme. Ouais. C'est une des méthodes. Après, quand tu proposes un programme aux gens, c'est parce que de toute manière, ils vont te dire, moi, je peux courir 3, 4, 5 fois semaine. Et là, tu as besoin d'un truc hyper structuré si tu veux y arriver parce qu'en fait, t'as pas le temps. Ouais. Quand toi, le temps, tu le prends... avec ton mode de vie, ça fonctionne du coup, donc en plus c'est pas une charge. Ouais. Et mais du coup, oui, ça prouve que, en tout cas, ton corps répond bien à l'endurance aussi parce que tu prends du volume, il fonctionne, il te donne aussi finalement, il se transforme en vitesse d'une certaine. Alors le semi, c'est pas de la vitesse, on s'entend. C'est quand même pas ce que tu faisais au quotidien à borner. C'est hyper intéressant de voir aussi on a reçu Casquette Verte ici, ces méthodes un peu différentes qui vont pas forcément marcher sur tout le monde, qui de toute manière seront pas pratiquées parce que c'est pareil, Casquette Verte, il court 200 bornes semaine, ça concerne combien de gens ça très très peu. Donc tu peux pas t'inspirer de ça parce qu'il faudrait répéter la même chose pour que ça puisse donner, mais dans les faits, le corps est une machine qui s'adapte et plus t'en fais, plus il est capable d'en prendre. Et tu peux tirer ce fil longtemps. C'est ça que moi, je trouve toujours ça fou. Et attention, les 120 semaines, je suis montée progressivement. Faut surtout pas se dire, OK, je vais essayer de faire
100 semaines ou 80, alors qu'on fait 40, il faut toujours augmenter de 10% la charge par semaine, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a des périocytes, des TFL, qu'on se blesse. Faut vraiment, et aussi quelque chose que j'avais pour le semi, 2025, c'est que je me connais très, très bien. Avec l'athlétisme, je sais ce qui va me faire mal, et vraiment, tu vois, on m'enlève la montre, je connais mon endurance fondamentale, je connais ma zone rouge, et je pense que c'est vraiment aussi ça une chance, et c'est ce que les gens, bien sûr, t'as besoin d'une montre pour progresser et tout, mais il faudrait d'abord bien se connaître, ce qui te fait du bien, pas trop forcer quand t'as pas mangé, quand t'es fatigué. Il faut se connaître. On en revient à se connaître, la confiance et tout, mais se connaître, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, mais ça, je suis content que tu mettes en avant ça parce que c'est facile de l'oublier quand on voit des contenus, mais tu cours depuis longtemps, tu te connais, t'as appris à te connaître. Moi, c'est pareil, en fait, tu me retires la montre, tu me retires le programme d'entraînement. Alors, je vais avoir envie de faire un peu n'importe quoi parce que j'ai un esprit un peu foufou, mais dans les faits, je sais faire. Si tu me dis, ouais, mais là, fais attention, t'as un objectif. Ok, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je vais le faire. Et ça, c'est pas la même chose que, ok, on me retire la montre. D'un coup, au lieu de me retrouver à 6h30, je me retrouve à 5h15 parce que j'adore et je fais que ça. Et là, tu te retrouves dans un monde différent je prends des exemples, parce que c'est très classique. Ou alors, je me fais un fractionné. Ok, je fais un fractionné de la mort aujourd'hui et demain, je suis blessé parce qu'en fait, j'ai fait un truc 1000 fois plus dur que ce que mon corps était capable d'encaisser. Et ça, c'est tout un truc que tu apprends au fur et à mesure et que toi, tu apprends à vitesse grand V parce qu'en fait, tous tes défis te permettent à chaque fois d'apprendre. Et j'ai l'impression que tu es très forte là-dessus. C'est justement à apprendre comment fonctionne ton corps et à réagir en fonction. Ouais, et à utiliser ce que j'ai appris. Je fonce un peu trop loin, mais on en reviendra sur ce reel après. Mais sur le Paris-Milan, un truc qui m'avait marqué, c'est quand tu dis, je suis parti les 2 premiers jours sur du 60 bornes par jour. Bon, on est sauté très très loin, mais et au bout de 2 jours, t'as la présence d'esprit de te dire, c'est mort, ça ne marchera pas, il faut que j'adapte. Et en fait, t'as pas foncé dans le mur. Tout de suite, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, j'imagine dans 2 jours, c'était terminé. Comment tu fais dans ce moment-là, avoir la présence d'esprit de pas être dans ouais, non, c'est bon, ça va aller, parce qu'on est très bon des fois à se dire non, c'est bon, tout va bien, en fait, j'ai pas mal ici, le volume il est bon, alors qu'en fait, on se trompe. Je sais que je radote, mais se connaître et pas se cacher. Moi, quand je vais pas bien, je le dis, quand je vais bien, je le dis. Se connaître. Et donc, du coup, là, pour le Paris-Milan, non, mais 60 km, j'ai terminé en pleurs les 2 premiers jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher? Toujours, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu vas chercher? Moi, c'était d'arriver à Milan, pas de faire le record du monde. Je vais arriver à Milan. Ok, j'ai quand même des dates. Je commence à bosser dans 3-4 semaines, donc faut quand même que j'y aille. C'est quoi l'objectif? Et c'est comme ça que j'ai adapté. Ouais. Et dans le même temps, on voit que ton corps s'adapte quand même très, très bien à l'endurance parce que quand on dit adapter, c'est redescendre à environ un marathon par jour, qui est déjà... moi, en fait, je trouve ça fou parce que je sais que j'en suis incapable, en fait. J'ai ce corps oui, mais j'ai un corps qui ne prend pas. Si j'en fais un marathon, j'en fais un, je suis mort pendant 3 semaines. Oui, mais parce qu'il y a une différence entre faire un marathon à la dodo, ou même à la moi, faire un marathon en 3 heures et faire un marathon en 6 heures. J'allais 2 fois plus lentement que ma vitesse marathon. Et donc, ton corps, tu lui fais pas du tout bosser les mêmes muscles et pas du tout bosser la même chose. Et c'est là où on arrive sur quelque chose d'intéressant, c'est la capacité de récupération. Et là, moi, j'ai de la chance, je récupère très bien, à part pour la grippe. Mais je récupère très bien. Tu vois, mon papa, marathon, le lendemain, mon copain, on a couru tous ensemble, il y avait plein de paisseurs, j'avais demandé à plein de copains. Le lendemain, mon père, il est allé au travail en sautillant. Mon père a une capacité de récupération, mais titanesque. Et je pense que j'ai récupéré un peu de ces gènes-là. Il y a peu de gens qui en effet peuvent se dire le lendemain d'un marathon. Mais le lendemain, et 3h30 le marathon, premier marathon. Une capacité. Et je pense que, tu vois, ça a vraiment joué sur le Paris-Milan. C'est la capacité de récupération. Aussi, je mangeais comme un Doberman. Je comptais rien. Je mettais aussi je dormais pas parce que je faisais un réel par jour. Donc, du coup, je savais que c'était grâce au sommeil et à la nourriture que j'allais réussir. Je dormais pas, donc du coup, j'ai doublé la nourriture. Je mangeais beaucoup. Et tu vois, j'avais des jambes qui me faisaient des automassages. Voilà. Mais je pense que honnêtement, ce que j'ai fait,
beaucoup de personnes peuvent le faire. C'est juste que moi, j'ai fait... Et pourquoi ça a aussi fonctionné, c'est que c'est impressionnant. Paris, Milan, c'est 2 villes qui sont pas à côté et tout. Mais en vrai, voilà, là, j'étais pas en endurance fondamentale, j'étais en endurance fondamentale du fondamental. Vraiment, j'allais très doucement. Et donc, du coup, ton corps, tu lui fais pas du tout, encore une fois, bosser les mêmes choses. Mais c'est vrai que c'est fatigant et que le corps s'adapte. Il faut vraiment récupérer vite. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, dans tous les cas, tu as une capacité de récupération qui est au-dessus supérieure. de la moyenne. Ouais, je pense. Donc ça, c'est sûr. Ouais. Que moi, j'allais te dire, le marathon avec Nassim, je le fais en 3h40. C'est mon EF. Et pourtant, j'ai subi autant qu'un marathon. Mais tu vas me dire, mais 3h40, c'est encore... Ouais. C'est pas encore ce que tu racontais, genre non, l'EF de l'EF de l'EF. Ouais, non. T'es là et tu vois, c'est un peu comme dans mes journées où quand je bornais 25 km jour, tu pars le matin, tu vas faire une réunion, tu t'arrêtes, tu repars. Tu vois, là, je m'arrêtais pas, mais tu manges, t'as pas la pression et en fait, tu te mets dans ton esprit, tu te mets dans un objectif très, très loin. C'est comme là, ce que Alban Pellegrin est en train de faire. En fait, tu vois, là, je l'ai accompagné 24 heures. Ouais. Je suis rentrée chez moi épuisée. Bon, c'est pas du tout la même chose que moi. Ce qu'il fait, c'est encore pire. Parce que, enfin, bref, il y a pas de comparaison. Mais, tu vois, quand ton esprit, tu le mets en mode objectif, il est capable de choses. C'est comme quand tu le mets objectif marathon, objectif semi. Quelqu'un qui n'est pas dans une prépa, suivre 3-4 entraînements par semaine, il y arriverait pas. C'est juste que ton esprit, quand tu lui fais penser à un objectif, c'est comme ceux qui sont en médecine. Ils ont un objectif, donc ils se mettent en mode warrior et ils bossent parce qu'ils ont cet objectif. Tu mets quelqu'un qui est pas en médecine, qui a pas l'objectif de devenir médecin, il est incapable de tenir le rythme qu'un étudiant en prépa médecine. Je pense que c'est juste, en fait, on se mentalise, on a un objectif dans la tête et donc du coup, tout notre corps et tout notre esprit et notre force se dirigent vers le même objectif. Tu vois, c'est ça que je trouve passionnant parce que à la fois dans ma méthodo, dans mon discours, je suis censé te dire mais non, enfin, en fait, je suis juste censé être totalement abrupt face à ça. Et pour autant, j'ai une fascination de dire à un moment, il faudra que je teste un truc. C'est pareil pour l'ultra, juste parce que ça marche, point. Enfin, ça a marché pour toi, point. Ça marche pour d'autres gens. Le discours, il est cohérent dans ce que tu dis. Donc, il y a forcément quelque chose à en tirer. Il y a des mécanismes intéressants. Il y a de la vérité dans ce que tu dis. Est-ce que ça marchera pour tout le monde et comment tout le monde pourrait faire ça, je ne sais pas. Et tu vois, il faut te sortir de ta zone un peu. Je dis pas que c'est de la zone de confort, mais toi, t'es compétiteur mathématicien. Moi, je suis ingénieur, donc en fait. Ingénieur, mais je l'aurais dit, mais c'est exactement ça. 1 + 1 = 2. On s'entraîne tant. La course à pied, c'est des mathématiques. Ce que mon coach d'athlète disait. Voilà, tu t'entraînes tant, hop, tu pars de ta ligne de départ, tu sais à peu près le temps que tu vas faire normalement si tout se passe bien. Un ultra, t'as 1 milliard de trucs. En fait, c'est vraiment un peu plus la manière, c'est vrai, casquette verte. C'est, t'y vas, tu réfléchis moins et tu prends en compte, tu t'adaptes. C'est plus de la capacité d'adaptation, mais il faut trop que t'y ailles. C'est vraiment, c'est drôle, quoi. C'est drôle. Non, mais en vrai, je suis hypé par ça. Bah ouais. Je finis mon prisme. Je sais ce que je veux faire un petit peu sur pendant que j'ai l'âge pour le faire. Et après, coche tes cases, il me reste plein d'années pour. Parce que de toute manière, moi, je courrais encore à 50, à 60, à 70 ans. On touche du bois. On touche du bois. Mais si je suis encore là et que j'ai la santé pour, mon but, c'est de découvrir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en parler, quand tu dis aux gens, courir à 60 ans, ton père, en fait, moi, j'ai envie de comprendre ce que tu vis quand tu as cet âge-là et que tu cours et que c'est ma mère court. Enfin, j'ai envie de découvrir ce que ça donne à cet âge-là. Idéalement, de toujours faire du contenu, peut-être pas pour la même population, mais tu sais, il y aura toujours besoin de ça. Et pour ça, il faut continuer de faire des expériences, de tester des trucs, repousser tes limites. Mais tu vois, tu vas plus tout cibler sur le temps. Je dis pas que tu cibles tout sur le temps, mais t'es compétiteur et donc t'essayes d'optimiser ce que tu nous dis. Mais là, tu cibleras sur comment réussir à courir le plus longtemps sans dormir et mais c'est une optimisation aussi. Mais évidemment, non, mais t'as raison. C'est juste, elle se calcule pas de la même manière. Elle se calcule essayer de franchir la ligne d'arrivée et plus la franchir le plus rapidement possible. Mais ouais. Et plus tu mets ta ligne d'arrivée loin, plus en fait ta course est remplie de, on verra. Ouais, d'inconnus. Et tu dois tu construis pas en amont, c'est que t'as pas de plan. Tu peux te dire, je pense faire ça, mais là, la preuve, ton plan au bout de 2 jours, il est tombé à l'eau en fait. Et tu t'es dit, ok, on change, on adapte.
J'avais appris en conseil la méthode agile. La méthode agile, c'est quand il y a des soucis qui arrivent, tu les prends et tu adaptes et tu alignes ton objectif. Et j'ai été finalement, agile. Ça t'a aidé et ça t'a amené à... Ah non, mais le conseil, mais ma formation m'a énormément aidé. Même aujourd'hui, dans la vie quotidienne, non, ça m'aide. Non, mais du coup, moi, j'ai besoin d'aller plus loin dans cet effort de 26 jours. Encore une fois, j'ai pas le référentiel. Donc là, au bout de 2 jours, tu as l'impression que c'est mort, tu réadaptes. Il en reste encore une vingtaine, du coup. Ouais. Mais encore une fois, tu vois pas 26. Tu vois, moi, j'avais 3 pays. Tu vois par pays, par étape. Et c'est vraiment ce que je conseille aux gens, que ça soit sur marathon, sur trail. C'est étape. En fait, vraiment étape par étape. Tu construis ta maison étape par étape. Les fondaisons, les murs, les machins, l'électricité. Étape par étape. Donc, en fait, je suis partie les 2 premiers jours, je termine en pleurs. Et je me dis, mais en plus, je traversais des plaines, il faisait chaud, des infinis. Je kiffais pas, j'ai dit, mais c'est pas mon objectif. Et donc, je me suis dit, OK, on va réduire. Et je vais pas faire le marathon de Genève, de Genève que je devais faire. Et je vais passer par Lausanne. Et là, en fait, du coup, vu que j'avais fait l'horreur pendant 2 jours, 60 bornes, mais un marathon, pour moi, c'était un peu du pipi de chat. C'était facile. Alors que non, mais vu que tu fais plus dur avant, réduire, tu dis, OK, c'est pas 60, donc je peux pas râler. En plus, c'est toi qui as décidé de faire cet objectif, donc tu peux pas râler. Donc mes copines, elles étaient là pour moi. Donc tu portes carrément le projet. Tu râles pas. C'est toi qui as choisi d'être là. Et donc du coup, tu fais objectif par objectif. Donc j'avais la France, le Jura, hop. Et là, tu passes ta première frontière et tu arrives en Suisse. Et là, tu te dis waouh, j'en ai fait du chemin. Je suis partie de Paris et j'ai passé une frontière. Donc j'allais dans un pays frontalier, c'est juste dingue. Et en fait, aussi, on va pas se mentir, l'engouement que ça a pris. Moi, je pensais pas du tout que ça allait prendre un engouement comme ça. Je savais que l'histoire était belle parce qu'il y avait un vrai projet, être flamme olympique, rejoindre les 2 pays qui vont accueillir les Jeux Olympiques. C'était trop beau. Mais c'était fait, le projet, il s'est fait en 2 semaines. C'était organisé un peu à la va-vite. Et je pense que c'est ça aussi qui a plu. Maintenant, il y a plein de projets qui fleurissent et c'est trop bien. Mais vraiment, il était, en plus, Paris-Milan en courant, ça rime. Mais tout ça, c'est bête, mais je pense que ça a participé un peu à la fame du projet. Et en fait, le plus dur, c'était vraiment pas de courir, c'était de faire le réel. Quand t'arrives, t'as juste envie, c'est de dormir et d'être avec tes copines, de rigoler. Et que moi, j'avais 4 heures, je montais. Je suis nulle en montage. Moi, mes montages, ils sont pas beaux. Ils sont juste longs et dynamiques. Mais tu montes sur mon petit iPhone qui avait plus de place. Donc, en fait, tu dois te battre avec le stockage. Vraiment, c'est pénible, tous ces petits trucs. Tu vois, c'est comme quand t'es sur marathon et que tu dois chercher un gel que tu trouves pas. Tous ces petits trucs, c'est chiant. Et ça, c'était chiant, le stockage. Et en fait, l'engouement que ça a pris, ça m'a donné tellement de force. Tu vois, quand je galérais en journée à courir, je regardais les commentaires. Ça me donnait tellement de baume au cœur. Et quand je recevais des messages, j'ai reçu plein de messages. Un qui m'a marqué, qui m'a dit, voilà, je viens de divorcer, je broie du noir. Et grâce à toi, je suis allée courir et ça va mieux. Mais en fait, tu reçois ça, tu te rends compte, en fait, de comment tu touches les gens. Et c'est juste incroyable. Moi, j'avais toujours été habituée à être derrière un ordi et faire des choses, mais être loin. Et là, j'étais en direct avec les gens et je touchais les gens directement. C'était trop beau. Et ça me donnait tellement d'endorphines pour revenir sur ce mot incroyable qui va guider le podcast. C'était ouf. Et donc, j'ai passé la Suisse. Et en fait, tu voyages. Et ça change ta manière de voyager. J'ai vu du pays, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens. J'ai pas non plus rencontré 1 milliard de personnes, je vais pas mentir. Mais juste, tu vois du pays, tu vas plus doucement. Tu vois, mes copines, elles faisaient 40 km de voiture par jour. Elles faisaient 1 heure de caisse. Moi, je courais une journée entière et j'arrivais au même point qu'elles. C'était ouf. Et en fait, incroyable. La Suisse, c'était un peu compliqué. Mais je savais que j'allais vers l'Italie, vers la dernière étape. Et une fois que tu passes l'Italie, tu sais que t'es... La dernière étape. Mais oui, non, mais tu sais que t'es arrivé. En fait, tu sais, le plus dur, c'est quand tu pars. Et en fait, quand t'es trop loin pour faire demi-tour, tu dis que chaque jour, c'est un jour de moins. Tu vois, c'est ce que je dis à Alban. Chaque pas, c'est un pas de moins. Chaque jour, c'est un jour de moins. Une de plus en moins. Une de plus en moins, mais c'est bête, mais c'est vrai. Et l'Italie, c'était ouf. Mon copain, il m'a rejoint. L'Italie, c'est magnifique. La nourriture. Mes copines, j'ai des copines qui sont quand même, qu'on fait en un week-end, qui sont venues pour 10 heures sur place, mais qu'on fait en un week-end, qui ont pris la voiture, qui sont venus en Italie pour me voir. J'ai eu plein de surprises le long de la route. Oh, trop bien. Et c'est un projet, tu vois, aujourd'hui, c'est plus... Je me rappelle, après, j'étais au bord d'un Ironman pour encourager des copains. Et on me disait, il y a Paris-Milan. J'étais même plus de joggeuse, j'étais Paris-Milan. J'étais devenue Paris-Milan. Non, mais jamais j'aurais pensé que ça allait
me permettre de vivre ce que je vis aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir, j'ai pris 100 000 abonnés sur Insta, 100 000 abonnés sur TikTok, donc 200 000 personnes, ça a eu une portée énorme. J'ai eu sur Insta, j'avais touché 60 millions de personnes sur les 30 derniers jours. Pareil sur TikTok. Donc en vrai, ça a eu une portée immense. Et aujourd'hui, ça a touché quasiment tous les Français, en fait. Ouais. J'ai eu des Belges aussi, des Suisses. Et aujourd'hui, si je peux vivre de la création de contenu, c'est aussi grâce à ce projet. J'ai énormément travaillé. Je pensais pas que la création de contenu, tu vois, te créer des vidéos tous les jours, mais ça me prenait un temps. Franchement, ça me prenait 3 heures par jour. Après courir, c'était vraiment long. Mais c'est à refaire, je le referai. La preuve, je vais potentiellement le refaire. Je vais faire un Paris LA. On va à peu près faire la même chose, mais encore mieux. Donc c'est ouf. Et encore une fois, je l'ai pas fait pour les réseaux. Et c'est vraiment ce que les gens, quand ils lancent des projets, il faut qu'ils se disent, c'est pour soi. C'est une même aller à Paris LA. Je peux pas faire les JO parce que je suis pas pro, mais aller faire les Jeux Olympiques à ma manière, à ma façon, c'est trop beau. Donc, il faut vraiment le faire pour soi. Et en fait, ça se voit sur la création de contenu quand c'est fait pour soi ou pas. 100%. Je pense que tu résumes vraiment bien la création de contenu et qu'est-ce que... Enfin, de toute façon, ça se sent quand tu parles, que ça te drive et que c'est... Enfin, il y a même pas d'équivoque là-dessus, en fait. Et tant que tu as ça, tant que tu vas vers des projets qui te motivent, en fait, la motivation est infinie parce qu'en réalité, si tu te poses sur le truc, je suis pas dedans. Donc forcément, moi, j'ai le côté, mais comment elle a fait de faire ton contenu de 3 heures après avoir couru pendant 7 heures. Enfin, quand tu es fatigué, tu te dis, mais ça doit être en fait, tu te dis, mais comment un jour, 2 jours, bon, ok, mais le faire sans pause pendant toutes ces journées, ça me paraît fou, en fait, de réussir à le tenir, cette énergie sur tous ces jours. Comme tu le dis, t'es dans un projet, t'es tu te poses pas la question et en fait, le truc t'emmène et tu te laisses porter. Je comprends cet aspect-là. Mais en même temps, faut quand même le faire. Et est-ce qu'il y a eu un ou des moments où quand même l'énergie, elle a pas toujours été haute? Il y a eu à part le début, il y a eu des moments où c'était un peu plus. Honnêtement non, parce que je savais que si je me plaignais, en fait, mes copines, vu qu'elles étaient là pour moi, c'est moi qui avais demandé le projet. En fait, tu vois, c'est comme quand tu tombes dans la rue. Si t'es avec tes parents ou avec, là je parle quand on est petit, mais tu vas pleurer. Si t'es solo, tu vas pas pleurer. Je sais pas si tu vois un peu cette logique. Je pouvais pas me plaindre. En fait, c'est moi, tout ça, c'était moi qui l'avais voulu. Donc en fait, si tu te plains, mes copines, elles allaient dire quoi? Mes copines, que je fasse 200 mètres ou un marathon par jour, elles étaient trop fières de moi. Donc en fait, elles m'auraient dit, fais une pause. En fait, tu peux pas te plaindre. En fait, c'est toi qui l'as voulu. Donc c'est pour ça que un projet, il faut que ça vienne de toi, parce que tu pourras pas te plaindre. C'est toi qui l'as voulu. C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse parce que moi, je me plains beaucoup. Je pose la question en tant qu'intéressé par la chose. Mais ouais, je me plains plus sur des choses que j'ai pas 100% choisies, alors que les trucs que tu as vraiment envie de faire, c'est ceux qui, au final, passent un peu le mieux. Tu vois, en prépa marathon, tu veux faire ton marathon, tu veux faire ton temps, mais tu vas te plaindre, mais tu vas quand même le faire. Tu vas jamais te dire, vas-y, je loupe la séance, c'est pas grave. Parce que c'est toi qui le veux, tu veux aller chercher ce temps-là. Donc, en fait, c'est toi-même tu vas te plaindre, mais tu vas te plaindre envers toi-même. Donc, mais en vrai, non, pendant le Paris-Milan, je me suis pas plaint. J'étais vraiment trop heureuse. C'est ce niveau de bonheur. En fait, je pensais à mon ancienne vie, dans le conseil, où j'étais là, pas heureuse. Et j'étais là, putain, je suis en train de courir, de faire ce que des millions de personnes aimeraient. Je cours, je fais ce que j'aime, je découvre des pays, je voyage, donc faire aussi quelque chose que j'aime. En fait, je me rendais compte de la chance que j'ai. Je vivais vraiment dans le présent et je voulais en profiter, mais à 100%, et j'en ai profité à 100%. De toute manière, je pense que tu n'aurais pas relancé le Paris LA si tu n'avais pas ce truc hyper positif. Est-ce que ça, c'est un truc où tu y penses, alors tout le temps, peut-être pas, mais hyper régulièrement, de déjà commencer à voir comment ça va se passer? J'imagine qu'il y a plus de préparation. Tu peux pas y aller en mode on part dans 2 semaines, c'est un peu différent. Tu commences à bien le préparer. Il faudrait. Je m'étais dit fin novembre, il faudrait que j'ai la maquette, mais il faut. Mais là, tu vois, il faut que je trouve une équipe pour m'aider. Il faut quelqu'un qui me suive en voiture jusqu'à Lisbonne, quelqu'un qui me suive sur les US en vélo. Je veux vraiment faire ça bien. Je veux pas faire un record du monde. Sur la traversée, tu vois, là, je vois Mathieu Blanchard qui galère sur la Transat. Moi, c'est un peu quelque chose de similaire que j'aimerais.
On serait juste 3, je pense, sur le bateau. Donc, mais c'est aussi être un vrai membre de l'équipage. Et je vois la dureté, ça se prépare et j'ai vraiment besoin d'une équipe. Et je peux plus aujourd'hui, avec le travail que j'ai à faire, même dans mon quotidien, je peux pas prévoir ça bien comme il le faut. Et donc là, je recherche des personnes et je veux bien le faire. Mais oui, la course à pied, ça me fait pas très peur parce que ce sera un peu comme du Paris-Milan. Mais le vélo, ça me fait peur et la transat, ça me fait peur. Et même l'organisation de tout, en fait, pour en faire quelque chose de beau, tu vois, j'aimerais bien faire un documentaire à côté. Mais tu vois, toi, ça s'articule, il faut parler aux bonnes personnes, faut déléguer un peu. Et quand t'as tout fait toute seule, déléguer, ça fait un peu peur. Déléguer à qui? Donc là, je suis vraiment dans la période construction d'une équipe. Et après, ça sera vraiment entraînement. Et 2026, tu vois, sur mes réseaux, ça sera vraiment préparation Paris-LA. C'est ce qui va driver mon année 2026. T'as encore du temps, mais ouais, en fait, je comprends parce que toute cette partie solo, après, j'envisage de déléguer, en fait. Ouais. Plus tu as le temps pour le faire, plus ça se passe facilement. Ouais, mais... Plus tu dois le condenser, plus c'est une pression parce que il faut réussir à le faire. Il faut trouver des personnes qui vont réussir à bien. Mais bon, je suis pas inquiet pour toi. Je pense que ça va bien se passer. Et on hâte de suivre ça en tout cas, même si c'est pas pour tout de suite. Ouais, ça arrive bien plus vite qu'on le pense. Ah bah pour toi en tout cas, c'est sûr que tu vois, j'ai le temps. Non. Et tu vas te retrouver. Putain merde, c'est dans 2 mois. Ouais. C'est sûr, parce que ça, de toute façon, c'est le principe de la vie. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que si elle passe vite, c'est que tu fais plein de trucs et que tu t'amuses et que tu vois pas passer le temps, donc on va pas s'en plaindre. Non. Mais tu le disais au début, il faut aussi du coup se mettre plein de petits jalons pour en profiter et s'assurer qu'elle passe vite pour des bonnes raisons. On en revient à la gestion de projet. Oui. Du coup, si on pense à cette année 2025 en gestion de projet, il y en a eu un petit paquet là des projets. Il y en a eu plein. T'es encore à part la grippe là qui t'a atteint, mais t'es encore en forme en cette fin d'année après tout ça? Ouais, je suis en forme à part la grippe, mais je suis vraiment en forme. Là, je devais être à la Boucle de l'Étoile, une course au Maroc que je fais pas du coup. Où il y a le petit Clem qui court. Exactement. J'ai vu ça hier. Et il y a Thomasio, Victor Gardin, bref, il y a plein de copains qui sont là-bas. Je suis triste parce que c'est la seule échéance que j'aurais pas pu faire, mais sinon j'ai enchaîné les courses. Comme quoi, la course à pied, oui, il faut le faire, faut le faire intelligemment, mais faire du sport, ça fait pas de mal au corps. Ou bien au contraire, avoir une vie très active, avec plein de choses bien remplies, c'est comme ça que je vois ma vie, c'est comme ça que je m'épanouis dans la vie. Et aujourd'hui, attention, ça peut changer, mais j'ai rarement été aussi heureuse en faisant des choses. Et tu vois, là, mon prochain objectif, c'est Valence, c'est le 7 décembre, c'est encore loin. Je suis un peu dans tu vois, on a des vies j'ai fait plein de choses, donc du coup, j'ai une vie assez high. Et là, quand on est un peu dans le creux, c'est dur j'ai le moral, évidemment, mais tu vois, je suis fatiguée quand je fais plein de trucs, et dès que je fais plus de choses, ça me manque. Donc, je sais que je fonctionne à l'endorphine, l'adrénaline, et donc c'est toujours le truc un peu dur, c'est j'en fais trop, il faut que je réduise, mais si je réduis trop, j'ai envie d'en refaire. Ouais. En vrai, au bout d'un moment, tu jongles. Tu trouves ta propre cadence. Et là, du coup, il te reste un mois qui va être quand même dédié à essayer de mettre... Retrouver de la forme et de mettre... Retrouver une forme de marathon pour là être en mode de perf quand même, parce que sub 3 heures, 4,17 au kilomètre, il faut... 4,15. 4,15 Ouais. Même je pensais que c'était 4,17. Bon, de toute façon, ça change pas. Non. Il faut y aller, mais t'as un record à 3h02. Donc en soi... Tu sais que t'en es pas loin en termes de niveau, mais il faut quand même aller gratter ces 3 petites minutes. Ouais, il faut aller gratter ces 3 petites minutes qui peuvent être beaucoup. Mais voilà, je vais essayer d'arriver dans un mood hyper positif et sans pression. C'est comme ça que ça me réussit le plus. Et je vais essayer de borner au max en faisant une à 2 séances spécifiques par semaine. Sinon, endurance vraiment fondamentale, retrouver de la forme. Et encore une fois, c'est mon objectif et on verra. Et si je n'y arrive pas, ça fera une histoire à raconter. De toute façon, dans tous les cas, tu t'amuseras là-bas parce que Valence, c'est un beau marathon. C'est là, en fait, t'es là-bas, tu vois énormément de coureurs, tous. C'est un marathon très perf, tout le monde va vite. Donc, mais tu te dis, waouh, c'est quoi tous ces coureurs qui vont à cette vitesse? Moi, t'entends les claquements des chaussures. Il est 8h du matin, il fait beau. C'est dingue. C'est vraiment un souvenir que j'ai qui est assez fort, Valence. Et je sais que tu vas t'amuser là-bas, il n'y a pas de... Mais je l'ai vu à Chicago, tu vois, semi de Paris, je cours souvent entourée de garçons et pas beaucoup de filles.
marathon de Chicago, le nombre de femmes qui m'ont dépassé, le nombre de femmes qui avaient le niveau, il est... J'ai vu un marathon avec du niveau ce que c'est, et je pense que Valence, ça sera un peu la même chose. Et je suis trop contente de voir de plus en plus de femmes sur le devant des courses, même si on sait que malheureusement, enfin, heureusement, un homme sur courte distance sera toujours plus fort qu'une femme. Je pense que nous, on peut aller chercher sur l'endurance et on peut utiliser nos capacités et nos qualités sur d'autres distances. Et voilà, de voir qu'il y a de plus en plus de femmes sur des courses, c'est trop beau à voir. Ouais, on en parlait hier avec Alix. Qui bloque peut-être, c'est encore le manque de confiance qui est plus développé chez les femmes que chez les hommes, mais c'est en train de quand même bouger assez vite, aussi avec des gens comme vous, qui amènent ce côté « regardez, c'est possible et c'est trop bien. On peut le faire, on est forte, let's go ». Et au final, c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est des créatrices de contenu. Si on revient à cette époque, il y a 4-5 ans, il n'y en avait pas. Non. Enfin, en course à pied, les autres domaines, je suis pas trop, mais je pense que même en général, c'était très masculin. Enfin, qui sont les créateurs de contenu de ma génération C'est que des mecs quasiment, en fait. C'est vrai. Et là, ça s'est beaucoup équilibré aussi. En fait, peut-être que l'accès les réseaux sociaux qui se sont pas mal développés dans cette période, ça a ouvert aussi. Mais je trouve ça cool parce que nous, on peut parler de certains aspects qui nous parlent parce qu'on a des traits différents, masculins, féminins aussi. Et du coup, ça permet d'amener du contenu qui va plus parler aux femmes. De toute façon, on le regarde. Mes contenus sont plus regardés par les hommes. J'imagine que toi, un peu plus 70% de femmes. Ouais, voilà. Et j'en suis trop fière. Et du coup, avant, il y avait ces mêmes stats. Moi, j'ai toujours eu ces stats-là. Mais du coup, il y avait une partie de ça veut dire que les autres femmes, elles étaient nulle part, en fait. Elles suivaient personne. Et là, maintenant, on rééquilibre ça. Et forcément, sur les courses, ça se voit aussi. Ouais. Et du coup, les stats vont de plus en plus. On n'y est pas encore, mais il y a plein de courses qui s'approchent du 50-50. Et c'est trop bien. Le marathon de Paris, je crois chaque année, ça gagne des pourcentages. Points. C'est trop bien. Et parce qu'il n'y a pas de limite. Et encore plus sur les longues distances, tu le disais. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus. C'est les femmes sont plus fortes que les hommes sur les longues distances. Pas en chronométriquement parlant, mais juste plus c'est long, plus vous maintenez en fait par rapport à nous. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est dans la gestion? Non, je sais pas à ce stade-là, mais la Diag, une femme dans le top 10 de la Diagonale des Fous. Ce que Blandine Hirondelle a fait, c'est quand même dingue. Donc, non, c'est bien. C'est bien et voilà. Et on n'est pas là pour... Enfin, on est là avec chacun nos qualités. Vous avez vos qualités, on a nos qualités. Et ensemble, on peut faire des super choses. Et je trouve ça super qu'il y ait de plus en plus de femmes. Voilà. Ouais, d'accord. Enfin, de coureurs en général. De coureurs en général. C'est vraiment ça. C'est pareil. On peut aller avec un Boris Pied-de-Robot qui rend aussi ce sport accessible à ceux qui ne sont normalement qui ne peuvent pas courir. Ouais. Il te manque une jambe, c'est pas censé être ton sport. Lui a dit oui, mais moi j'ai envie de continuer de vivre et let's go, on fait des trucs et on emmène tous ceux que je peux emmener, je vais les emmener à faire ça. Alors oui, tu pourrais te dire ça concerne pas des millions de personnes, mais on s'en fout. C'est des individus à chaque fois que tu vas transformer. C'est fou. Et en fait, il y a pas de limite à la pratique d'une activité, hormis pour certaines personnes qui ont vraiment pas de chance. Mais si on a la chance d'avoir un corps qui nous permet de bouger, faut en profiter parce que c'est... Bref, on revient à ce qu'on disait au début. Et la course à pied, c'est le sport le plus accessible, qu'on soit ministre ou qu'on ait du temps, qu'on soit à la mer, à la montagne ou en ville. En fait, la course à pied, c'est pour ça que moi aussi, je trouve que c'est très, très accessible et que c'est pour tout le monde. Une bonne paire de chaussures, aujourd'hui, avant, c'était 70 €. Maintenant, ça a un petit peu plus augmenté, mais c'est un des sports les moins chers. T'as besoin de personne. Tu vas au foot, au tennis, t'as besoin d'autres gens, t'as besoin de louer un terrain, c'est cher, t'as besoin d'équipement. En vrai, la course à pied, de base, même si maintenant on veut la dernière montre, on veut la dernière paire de chaussures, de base, franchement, c'est un des sports... C'est pas obligatoirement cher. C'est pas obligatoirement cher. Pour une saison, tu prends un an, tu vas, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais tu vas chez Decathlon. Moi, je les adore parce que vraiment, ils réussissent à faire des gammes encore hyper accessibles. Une tenue complète pour une paire de chaussures, pour 110 €, je pense que 120 €, je pense que tu peux avoir un leggings, une brassière, un t-shirt, une paire de baskets et courir pendant un an. Il y a pas beaucoup de sports pour 110 €. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que ce sport, je le trouve, il parle à tout le monde et il peut, hyper accessible. Et je trouve que c'est hyper beau. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je me bats quand on vient te dire « Ah, mais la course à pied, elle coûte cher. » Ah oui, mais parce que tu l'as décidé. Oui, voilà, si on va faire tout ce qu'on nous dit de faire, c'est-à-dire on y participe un peu aussi, mais mais bien sûr.
On t'invite sur des courses, tu dis, j'ai envie de faire celle-là, et celle-là, elle coûte cher. Oui, mais la course qui est à côté, elle coûte rien. Et si juste, ça va être une expérience qui va être assez proche en réalité, on va pas se mentir. Le fait qu'il y ait plein de monde sur une course, c'est cool, mais tu vas faire la course moi, je prends le 10 km du Havre que j'ai fait cette année, enfin, les courses qui sont chez toi, tu vas la faire. En fait, c'est tout aussi cool. Tu vis un truc avec d'autres coureurs et est-ce que tu as forcément besoin d'être sur le marathon de Paris, l'UTMB Non. C'est cool d'y être, mais aller sur des toutes petites courses, même des courses de campagne, en fait, je trouve ça cool différemment parce que tu vas être dans un truc où tu vas croiser les habitants du village qui te regardent en mode je sais pas ce qu'ils font eux, parce qu'eux, ils sont encore en mode c'est quoi ces fous là qui sont en débardeur à 8h du matin. À 8h du matin et qui courent avant de courir. Tu vois, c'est le truc des coureurs, c'est pour s'entraîner avant une course, tu cours avant de courir. Enfin, bref. Ouais, on doit vraiment paraître pour des fous. Ouais, mais de moins en moins quand même, parce que à une époque, on paraissait vraiment pour des fous. Ouais. Là, on paraît pour des fous, mais il y a quand même beaucoup de fous. Ouais, là, on commence à être une majorité. Je reviens un peu sur Valence. Valence et la prépa de ces marathons d'automne, parce que tu en as déjà fait 2. Berlin-Chicago. Ouais. Je t'ai vu à Font-Romeu pendant le mois d'août, c'était cet été. Du coup, tu as charbonné un petit peu avant pour préparer cette saison et arriver sur cette saison de plusieurs courses solides. Honnêtement, pas du tout. On était à Font-Romeu. Moi, Font-Romeu, j'y étais jamais allée. On devait rester 3 jours parce que les parents de mon copain. 3 jours. Non, on devait rester 3 jours parce que les parents de mon copain avaient loué une maison là-bas à la montagne. Et en fait, on a découvert, mon copain, il vient du triathlon. On est tombé raide dingue de Font-Romeu. Surtout que tu avais les athlètes qui préparaient Tokyo. Donc et tu avais les triathlètes qui préparaient les championnats du monde de triathlon. Donc, on était entourés de sportifs. À la montagne, il faisait trop beau. Font-Romeu, c'est trop mimi. Et en fait, quand tu es entouré de sportifs, tu n'as qu'envie, c'est de faire du sport. Donc, on a fait plein d'autres choses, mais on n'était pas en mode stage. On s'est pas entraîné, tu vois. J'ai pas dépassé 30 km semaine en août. Donc, honnêtement, j'ai pas préparé ça. Mais en tout cas, j'étais à Font-Romeu et j'y retournerai en stage. J'y retournerai parce que j'ai adoré. Et je trouve que, du coup, c'est un peu moins fancy aujourd'hui que Chamonix. Et donc, c'est un peu plus préservé, c'est calme. Moi, ça m'a trop plu. Et donc, du coup, non, j'ai pas préparé. Surtout que, tu vois, en août, j'étais encore en récup de Paris-Milan qui m'a demandé. Tu vois, en juillet, j'ai pas arrêté parce que j'avais du coup les propositions que j'avais eues pendant le Paris-Milan en juillet, j'ai pas arrêté. En août, c'était un peu mes vacances calmes où j'ai eu besoin de me reposer. Mais je pense que surtout, c'est mon corps. On parle pas assez de la mémoire musculaire. J'ai une mémoire musculaire, du coup, qui date de très longtemps. Et je pense que, tu vois, tous ces marathons, j'ai pu les faire sans me blesser grâce à la mémoire musculaire et à mon entraînement au quotidien. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à sortir de tout ça. C'est ce que tu as fait en début d'année, tu as construit un truc. Vu que tu es passé à travers, ton corps s'est adapté. Et en fait, c'est fou pour les gens à comprendre parce qu'ils vont dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin de faire une prépa qui est comme ça. » Oui, mais toi, tu as construit un truc. Du coup, là, tu avais justement besoin de l'inverse, c'est-à-dire de repos pour que quand tu reviennes sur des trucs longs, ton corps soit en mode « Ok, c'est bon. J'ai envie de le faire, je suis prêt à le faire. » Mais tu vois, c'est tellement antinomique de la prépa des coureurs que il faut l'intellectualiser pour comprendre ce qu'il y a derrière. C'est logique, en réalité. Parce que moi, je te dis, t'as charbonné pour ça. Oui, mais si tu charbonnes sur un corps fatigué, tout ce que tu vas faire, c'est l'abîmer. Et puis, en fait, ou juste être plus avoir envie quand t'arrives au mois de septembre sur tes courses. Ouais, alors que là, t'es revenu en pleine... En pleine forme. Et encore une fois, quand tu sais que t'as ces courses-là, objectif, toutes tes décisions au quotidien, tu vas les faire en fonction de tes objectifs. Le corps, il s'adapte, le mental, il s'adapte et on est notre propre limite. C'est des phrases bateaux, mais c'est vrai. Donc, une phrase, on le cite beaucoup, mais une phrase toute bête de Casquette Verte, c'est toujours avoir un dossard d'avance. Parce qu'une fois que t'as plus de prépa, tu te dis, allez, t'attends et t'es fatigué. Alors que quand t'as un dossard d'avance, tu te remets directement et tu gardes un entraînement, du coup, quasi quotidien. Ça, c'est vrai. S'il y a bien un truc qu'on partage, c'est ça. C'est que j'ai eu une année avec peu de dossards, ou en tout cas pas des dossards compétitifs. Ouais. Et en fait, à un moment, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai besoin de ce petit truc, cette petite étincelle qui me fait sortir tous les jours. Et quand c'est dur, je dis, mais je sais pourquoi je fais ça, c'est motivant. Et c'est toi qui l'as choisi. Et voilà. Et c'est toi qui l'as choisi. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je vais essayer. Je vais retenir. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais me faire tatouer. Je vais faire un truc. Mais c'est toi qui l'as choisi. Il y a des moments où tu peux l'oublier. Et en fait, c'est dans ces moments-là où il faut se rappeler de cette phrase de
c'est pour ça que tu fais ça. C'est toi qui l'as choisi. Et la petite pancarte là, t'as payé pour ça. Ouais, t'as payé pour ça. Oublie pas, t'as payé Ces pour gens-là, ça. en fait, il y a des moments où tu la vois, t'es en mode ouais, bon, mais en fait, ils ont tellement raison de t'envoyer ça parce que c'est le moment où tu vas chercher cette difficulté. Tu sais qu'après, tu vas adorer être passé à travers. Ah ouais. Et pendant, il faut quand même être dans la bataille de reste dans ton truc. Et on peut avoir l'impression que, moi, je gère très bien ça. Pas plus que ça, en fait. J'ai encore énormément de boulot là-dedans pour réussir à ne pas sombrer dans les méandres où tu te perds, en fait, et tu perds ton énergie pour rien. Je pense qu'on se perd tous. C'est aussi ça, la beauté. Personne n'a la recette miracle. Hein. Non, mais sinon, on arrêterait, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais les gens ont l'impression qu'on l'a et que tout est facile. Tu sais, quand ils te parlent à toi, ils disent « Ouais, mais pour toi, tout est facile. » Donc, non. J'ai envie de te dire « Mais non, mais pas du tout. Au contraire, c'est dur tout le temps. » Mais, c'est dur tout le temps. Oui et non. En fait, c'est un équilibre entre c'est dur, mais j'apprécie. En fait, c'est juste la même chose que tout le monde, sauf à des niveaux différents, plus ou moins forts, mais on vit tous la même chose. C'est clair. On est tous pareils. C'est fou parce que, en fait, je reviens sur tout ça, mais je suis partagé avec toi entre enthousiasme et comment je fais pour parler à mes coureurs où, tu sais, mon discours, il est très, soyez hyper précis sur votre plan d'entraînement. Mais parce que tu parles à des gens qui se mettent à la course à pied ou en tout cas qui visent un objectif et qui n'ont pas envie de réfléchir, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui ont besoin d'être cadrés. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés, d'autres qui veulent pas du tout être cadrés. Tu parles vraiment, tu cibles et tu pourrais pas laisser ces personnes sans programme parce qu'elles se connaissent pas, elles travaillent à côté, c'est pas leur domaine. Moi, maintenant, je vis pas de la course à pied parce que je suis pas pro du tout, mais la course à pied, c'est un de mes sujets maintenant au quotidien et donc je me connais, j'ai vécu ça et donc je peux m'autoriser à sortir du cadre. Mais toi, toutes les personnes que tu coaches, elles ont besoin de ce cadre-là et elles viennent là pour ça. Elles ont besoin de se rattacher à ce cadre-là parce que c'est trop dur, tu vois. Je vais peut-être faire un Ironman ou un triathlon l'année prochaine dans l'optique du Paris LA. Je vais avoir besoin d'un cadre très précis parce que le vélo, c'est pas mon domaine, la natation, c'est pas mon domaine. Donc en fait, quand c'est ton domaine, tu peux te permettre d'avoir des libertés et d'adapter et de faire ton propre programme. Je pense que, et c'est le cas de très peu de personnes. Hein. Oui, tu t'achètes ça, mais avec des années et des années de pratique et de réflexion autour. Parce que si tu le fais uniquement en mode robot, t'apprends pas forcément. Enfin, pour ça, je dis toujours aux gens, apprenez vos sensations. Essayez de vous détacher à certains moments de la montre. À la sensation, ça veut pas dire faites n'importe quoi. C'est essayez avec vos sensations de répliquer ce que vous avez sur votre montre, ce que votre plan dit. Et une fois que t'as ça, t'es dans une liberté parce que on te dit vas-y, cours à allure semi ou marathon. Tu le fais et ça passe tout seul. Ouais. Enfin, à peu près, hein, mais t'es dans... Ouais, là, aujourd'hui, ce feeling-là, il est là. Et quand t'es sur une course, après, oui, tu vérifies un petit peu tes allures, mais en fait, pas tant. Juste, tu cours et t'avances et en fait... Tu vérifies peut-être au kilomètre si t'es bien, mais c'est plus pour pas aller trop vite que pour... J'espère que ça sera ça, Valence. J'espère que je me freinerai pour pas aller trop vite et que ça sera pas l'inverse. Je me dépêcherai pas pour aller un peu plus vite. C'est clair. Mais tu vois, justement, tu parles d'une nouvelle discipline. Je sais que j'ai envie de refaire un Aerox, mais où je maîtrise un peu plus le truc. Ouais. Là, je vais aller voir quelqu'un qui maîtrise et dire, dis-moi ce que je dois faire à l'entraînement pour pas en chier autant sur ça, pas détruire mon corps comme je l'ai fait, parce que le pousser un sled à 150 kilos, voilà. Mais tout ça, en fait, j'ai aimé l'expérience. C'était une bonne introduction. J'ai compris que mon corps a pas aimé parce que j'étais un peu trop bourrin en arrivant comme ça, les mains dans les poches. J'ai envie de me dire, il y a un petit côté égo face à toi-même, j'ai envie de revenir et quel que soit le chrono, le machin, d'arriver à la fin et 2 jours après de me dire, je me sens bien. Ouais, mon corps l'a bien encaissé. Mais voilà. Et donc, tu auras besoin d'un programme. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens, ils ont besoin d'un programme. Alors que on a résumé. Voilà, alors que quelqu'un qui est full Aerox, il va faire ses propres programmes à lui. En vrai, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, tu vois, tu l'as dit sur ton premier marathon, même si tu l'as préparé, que tu as pris 12 semaines, c'était sûrement pas assez à ce moment-là avec ton historique. Et c'est ce qui fait que tu as pris du temps à en récupérer. Ouais. Alors, on passe de quelqu'un qui dit j'ai besoin d'1 an pour récupérer d'un marathon à je peux en enchaîner 2 en 1 semaine. Ouais. Donc, tu vois vraiment ce côté. Et Nassim l'avait dit aussi à l'époque, premier marathon sans entraînement,
super, c'est très bien pour YouTube, mais en fait, idée de merde, parce qu'il a mis 6 mois à revenir de ça, juste à être dans ton corps, mais te dire, mon corps, il marche plus. Et tu le refais préparer, une semaine après, c'est bon, t'es en forme et tu peux reprendre ta muscu. Le lendemain et encore, et après... Mais ça, les courbatures, c'est classique. On s'en fout. C'est le mal profond que tu peux avoir si t'es mal préparé et que du coup, tu en récupères mal. C'est pas les courbatures, c'est un mal que tu sens pas, juste t'es apathique et en fait, ton système nerveux est en PLS. Et ça, par contre, je le souhaite à personne parce que c'est vraiment... c'est dur. C'est lourd. Ouais. Et tu sais pas quand ça revient et en fait... là, je l'ai vécu. Je le sais parce c'était il y a 2 semaines, cet Aerox, et j'ai eu des journées où j'étais en mode putain, mais je suis pas moi-même. Et ça, c'est dur. Surtout quand t'es un peu énergique. Et surtout quand t'es sportif, c'est ce que j'allais dire. Là, t'es en mode. Alors, en fait, mon corps me dit de rester comme ça, comme un. On aurait dû enregistrer dans un de ces 2 jours-là. Finalement, c'est pas si mal que t'aies été malade parce que ça aurait peut-être été un peu moins dynamique. Ouais. Mais ouais, respecter son corps, l'écouter, et il permet de faire plein de choses, mais progressivement progressivement, step by step. Du coup, ce petit marathon de Valence, est-ce que tu as déjà des projets pour 2026 après, au-delà de... Est-ce que tu vas recentrer un peu sur j'ai un gros truc 2027, j'ai besoin de vraiment non, je pense que justement, je vais enchaîner plein de choses en prépa pour entraîner mon corps, mais tu vois, il y aura plus, du coup, il y aura de la navigation, il y aura peut-être un stage de vélo où j'irai faire beaucoup de vélo, peut-être plus par tranche, mais encore une fois, je pense que là, j'ai besoin de quelqu'un, une sorte de manager qui a une overview, qui a pas la tête dans le guidon et qui voit une vision long terme. Mais voilà, tout sera drivé par Paris LA, même pour, tu vois, la com, commencer vraiment à en parler, le plus gros challenge de ma vie. Trouver quelque chose, mais des projets... Tu vois, je suis un peu partagée. J'aurais bien aimé faire un Ironman parce que c'est une sorte de gros triathlon ce que je vais faire. Sauf que je nage pas, mais je navigue. Mais j'aime pas cette vision où j'ai jamais fait de triathlon. Bon, j'ai fait un S, j'ai fait un triathlon S. Et là, je m'entraîne directement pour un Ironman. Je combats un peu ça, tu vois, les gens qui commencent à courir, qui font directement un marathon, même si y a aucun souci. Tu vois, moi, dans le trail, avant là de passer à l'UTMB, la Diag, qui peut-être un jour je le ferai. Oui, si je m'entraîne 1 an. Je vais y arriver en un temps lambda, mais j'y arriverai. Mais je trouve que, tu vois, il y a des étapes à respecter, des distances pour un peu apprivoiser le trail, la course à pied. Je trouve que ça se respecte parce que sinon, après, t'as plus d'objectifs, t'as tout fait et après, tu vas à Tokyo en marchant ou en courant, quoi, parce que t'as déjà tout fait. Donc, ça me saoule un peu de faire un Ironman directement sans passer par le S, le M, le L et faire les choses un peu comme il se doit dans ma vision. Donc, je sais pas trop. Voilà. Pour la réponse, c'est je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'aimerais bien faire un triathlon, peu importe la distance. Et après, voilà, des courses pour continuer à être entraîné et surtout apprendre à naviguer. Ouais, c'est quand même un gros aspect, ouais, du projet. Je vis dans une ville de bateaux, mais sans savoir ce que c'est que d'être dessus, donc je regarde ça. Écoute, si je passe par le Havre, je t'appellerai. C'est possible, hein, parce qu'il y a quand même 2-3... Ouais, je pense aussi. Puis il y a un petit peu de mer dans ce coin-là, donc si tu veux pratiquer la mer un peu agitée, tu demanderas à Mathieu. Je l'ai pas encore revu parce qu'il est sur le bateau, mais je pense que la Manche, ça restera pas son meilleur souvenir. Ouais, j'ai cru entendre ça. Mais enfin, c'est vraiment ce sport où je suis monté sur ce bateau et tu te dis, là, à plat, ça me paraît pas confortable, là, posé dans un port amarré. Ouais. Donc on est des terriens, surtout les coureurs, on est des terriens. Moi, je suis une terrienne. Hein. Ouais. Je suis pas une navigatrice. Hein. J'allais dire mérienne, mais je me suis dit, je me suis remise en question. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller se challenger là-dessus, découvrir quelque chose, nouveau sport. Voilà, apprendre de A à Z un sport, c'est vraiment ça, moi, qui me drive. Et de toucher une nouvelle population, de découvrir de nouvelles personnes, parce que les navigateurs, c'est des gens passionnés. En fait, de rencontrer des gens passionnés, c'est passionnant. Ouais. Je te souhaite en tout cas, et j'ai hâte de voir ce que tu vas c'est trop gentil. nous faire comme création de contenu autour de ça, parce que justement on aura un point de vue d'une coureuse, enfin de quelqu'un qui est pas du métier et qui permettra de vulgariser ça en fait, parce que si tu regardes du contenu de navigateur, en fait tu comprends pas grand chose de ce qui se dit, parce que le jargon est tellement large que tu l'as pas, t'es en mode j'arrête parce que j'ai rien compris, quoi. Et même Mathieu, j'ai vu, ils ont mis des autocollants. Ouais. Lui n'a pas le jargon, donc je me dis, si même lui a appris à naviguer, n'a pas le jargon, ils ont mis des autocollants, des couleurs pour l'aider, ça doit être un schmilblick. Non, mais il y a 1 million de voiles là-dedans, et tu me montres le J2.
Ouais, la corde. Laquelle? Ouais. Ah, c'était pas la bonne. Et si tu montes pas la bonne voile sur un bateau, bah c'est Ah, c'est fini. c'est la mort, quoi. C'est Enfin, fini. c'est vraiment un truc. T'es en course à pied, on se rend compte à quel point. Bon, les décisions qu'on prend, alors elles peuvent avoir des conséquences, mais j'ai pris mon gel à ce moment-là et machin. Ça va. Ouais, ça va. Ouais. J'ai loupé mon ravito, j'ai oublié 1 kilomètre. Là, c'est un peu plus un sport de bourrin. Là, où on pense qu'à la ligne d'arrivée. Là, la navigation, c'est un peu plus complexe. Comme comme en trail en haute montagne, en fait. T'es face à la nature. Et la nature, elle s'en fout de toi. Ouais, donc, elle va faire son truc et toi, c'est à toi de t'adapter à elle et pas l'inverse. Quoi. Ah oui, c'est clair. Et moi, c'est ce qui me fascine dans regarder du trail, des trails de montagne. Et je regarde, je pense il y a 2-3 jours, je regardais le Intérieur Sport sur Camille Brouillas. Ça, en fait, ces reportages, à chaque fois, Intérieur Sport, ils me font chialer parce que c'est tellement bien tourné. Et en plus, je savais qu'elle avait été blessée, machin, mais quand tu vois son année et comment ça finit en apothéose à l'UTMB, t'es en mode... Et ils choisissent toujours les bonnes personnes où cette histoire, elle se finit bien. Je trouve ça trop cool. C'est ouf. Mais ouais, tu le vis... tu vois aussi ce côté athlète de haut niveau qui est dur la majeure partie du temps parce que c'est tellement dur. Ça se passe pas... Enfin, tu vois sa blessure, enfin sa pathologie, parce que c'est un truc qu'elle a encore, qui est pas... allez regarder le reportage, on va pas parler de ça en détail, hein, mais qui n'est pas fini en fait. Elle a pas forcément solutionné. Elle a réussi là à avoir un truc qui a super bien marché. Tant mieux, mais c'est la même chose qu'une Pauline Ferrand-Prévot, qui là est au top et tout le monde est en mode « Waouh, c'est génial, machin ». Mais elle a eu une période de, je sais plus, 3-4 ans où en fait, elle était embêtée par ce genre de truc, à se faire opérer, revenir, ça marche pas. Blessure sur blessure. Et qu'est-ce que quand en plus ta vie, c'est que ça, pendant plusieurs années, et tu ne lâches pas dur. Et tu dois continuer de... Je sais pas comment c'est possible. Moi, j'ai un respect immense. Et c'est pour ça que le respect d'une Pauline Ferrand-Prévot qui revient au top et qui là a enchaîné ces 2 dernières années, mais tout, t'es en mode respect ultime parce que t'étais déjà au top en 2014 quand t'arrivais sur le circuit, genre la prodige, qui est aussi un risque de te faire de tomber parce qu'en fait t'es sur un piédestal et en mode j'ai tout gagné. Ouais, j'ai tout gagné. Bon tu fais quoi après ça on connaîtra jamais ça, mais une fois que t'as tout gagné vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Il y a la descente, elle a eu la descente et après la remontada. Non, mais c'est ouf. Mais en 10 ans, c'est pas un truc sur 6 mois, quoi. C'est le mental qu'il faut avoir. Mais non, moi, tu vois, c'est aussi ça sur le Paris-LA. À Font-Romeu, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un peu des athlètes olympiques, notamment Léo Berger et sa femme Angie. Et ce que j'aimerais bien sur le Paris-LA, c'est aussi, via un podcast ou je sais pas trop quoi, mais mettre en lumière aussi certains athlètes olympiques pour qu'ils racontent leur chemin olympique pendant que moi, je rejoins les 2 villes. Et tu vois, mettre en lumière, être un peu le passage entre les gens lambda et les athlètes où on n'imagine pas. Ils sont mis en lumière 2 semaines tous les 4 ans lors des JO, mais on ne voit pas ce qui se passe pendant 4 ans, les blessures qu'il y a, la bataille qu'il y a pour arriver à ce Graal qui est les Jeux Olympiques. Tu vois, ça c'est aussi... J'ai plein d'idées, mais mettre en lumière ces personnes-là parce que voilà, on n'en entend pas assez parler. Et comme tu le dis, je trouve, c'est pas de la bonne manière, parce que il faut qu'on parle de leur performance, évidemment. Mais en fait, ça donne aussi cette impression de ah là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce que c'est facile. Alors déjà, tu vois surtout les gagnants. Et pour les autres, il y a aussi j'ai pas réussi, et ça, c'est pareil. Là, par contre, tu vas pour gagner, donc si tu gagnes pas, t'as perdu, point. C'est ça la dureté du sport de haut niveau aussi. Et le côté, même un gagnant, en fait, dans la majeure partie de ses années pour le préparer, ça a été dur et ça a été des trucs où je pense qu'on peut s'identifier en tant que, à nos manières, tout le monde. Parce qu'en fait, on peut aller piocher des éléments qui vont nous parler, mais il y a besoin peut-être de gens comme toi qui vont aller le prendre justement du point de vue moi, je te pose des vraies questions que j'ai en tant que amatrice. Et qui vont parler aux amateurs et pas bonjour, je suis reporter à l'équipe, enfin j'ai rien contre eux, hein, mais et je te pose des questions de alors comment s'est passée ta course, là t'as attaqué là, c'est cool, mais c'est pas là où on va s'identifier, quoi. Et je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher sur des athlètes comme ça qui sont et on voit les athlètes médaillés, ceux qu'on voit médaillés, mais en fait c'est une vie de travail pour une médaille. Et là t'as tout le monde, hein. T'as les médias, t'as les marques, mais le jour où quelqu'un prend ton record, c'est la descente et ça mentalement. Mais
Bref, moi, ça m'intéresse trop. Et en fait, j'admire ça. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, donc c'est aussi un aspect que j'aimerais mettre en lumière pendant le Paris LA. Tu peux aller chercher un Kipchoge aussi. Je serais curieux en ce moment d'avoir, tu sais, son état d'esprit de j'ai 41 ans. Je pense il arrive là. Il a tout fait. Mais en même temps, c'est la fin d'un truc qui a duré tellement longtemps pour lui, parce qu'il est là depuis 20 ans. Et il va quand même continuer à faire des trucs. Hein. Il a annoncé machin, mais t'es quand même à la fin d'un chapitre où tu changes de mode. Putain, et ça, c'est pareil. On pourra dire qu'on a été là. Ouais. Et qu'on a été là aussi à la fin du chapitre Kipchoge, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Non, c'est clair. Mais j'étais sur son record marathon de Berlin. Là, je l'ai couru la même année. Et tu vois cette énergie quand t'es sur la ligne de départ et que le speaker, il t'annonce ça. Et là, t'es en mode ouh. Et là, t'as un truc qui te traverse en mode ah ouais, il est pas à la télé, là, il est genre et quel pas sport loin devant. Tu pars sur la même ligne, sur la même course qu'un de tes idoles. Quel sport? Jamais au foot, tu vas jouer contre un Kylian Mbappé. Jamais au tennis, tu vas jouer contre un Roger Federer. En course à pied, tu peux partir sur la même ligne qu'un Mathieu Blanchard, qui tu veux. C'est juste ouf. En vrai, c'est ouf. Ouais. Et en même temps, tous les gens qui sont derrière autour de toi, c'est pareil. Je sais qu'à chaque fois, cette ligne de départ, autour de toi, tu as une énergie une énergie, en fait. C'est un truc qui se décrit pas, mais tu sens autour de toi que tout le monde est dans... un peu comme dans Dragon Ball, là. T'as tout le monde qui a les cheveux jaunes et qui est en mode... c'est beau, c'est le moment. On est dans ce jour où... T'as pris normalement ton gel caféiné. C'est vrai, ça aide peut-être un peu aussi. Mais tu sais, dans la vie, en fait, c'est normal, hein, on peut pas être comme ça tout le temps. Mais c'est un peu plat, grosso modo. Et là, t'es dans un truc où tu sens que tout le monde est en mode cyborg, en fait. C'est 14 semaines, 10 semaines que tu t'attends ça. Et là, c'est le D-Day. Non, mais c'est des émotions incroyables, le sport, en général. J'allais dire, j'ai envie de remettre un dossard. Ça tombe bien, j'en remets un dans une semaine. Donc, non, mais là, juste comme ça, j'ai envie d'être dans un sas de départ. Ouais. Au Semi de Boulogne la semaine prochaine. Donc, incroyable. Pas préparé spécialement, mais juste avec un meilleur niveau que n'importe quel niveau de cette année et juste ressentir ce moi dans mon corps qui est capable de... Là, je suis bien. Ouais. Là, je suis bien. Et tu parlais de ton Semi de Paris 2024 où au bout de 5 km, t'étais mal. Bah, moi, je l'ai vécu cette année à Barcelone. Bon, j'ai abandonné par contre. Moi, je me suis pas dit, je vais au bout. Toi, t'avais un objectif quand même moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que je fous là? C'est la première fois de ma vie que je suis sur une course. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Du coup, je mets le clignotant et je me barre, quoi. Et ça, ce moment-là, ça a été le moment de l'année où je dis, ok, plus jamais ça. Il faut qu'on change de mode parce que là, le mode, plus d'objectifs que je m'étais construit. Non, il marche pas. Il faut un truc où tu viens pour quelque chose et juste venir là pour. En fait, je veux surtout pas montrer ça en plus. T'es venu à Barcelone pour courir un truc, c'est super beau, la vie est cool, t'es au milieu de plein de coureurs, et toi, c'est quoi le seul truc que t'as raconté? C'est de la merde, mon expérience, elle est pourrie. Là, par contre, c'est tout ce que t'as pas envie de montrer aux gens, de dire, c'est pas ça que tu veux véhiculer. Mais ça rassure, parce qu'on vit tous ce moment-là. Oui. Et grâce à ce moment-là, là, tu t'es dit, ok, il y a eu un tournant. Sans ce moment-là, t'aurais pas appris et t'aurais pas changé. C'est hyper important, et on passe tous par là. C'est hyper important. On va tous finir une course, DNF une course, do not finish une course, on va tous le faire. Et on a tous des moments dans la vie où ça va moins bien. Et voilà. Ah non, mais c'est trop important. Il faut des moments comme ça, sinon on n'apprécierait pas les moments hauts. Ouais. C'est ce que je dis souvent, mais quand t'es dans ce truc-là, quand même, en fait, quand t'es au fond, là, quand t'es dans ce moment où tu te dis, mais là, le creux de la vague. Il y a rien qui va. Parce que littéralement, à ce moment-là, j'avais 3 jours de plus prévus à Barcelone pour profiter. T'es là, moi j'aime bien quand je vais à un endroit, je fais pas juste la course, j'essaye de profiter un peu de l'endroit. De voyager grâce au sport. Ouais, exactement. Et là, c'est ce que j'ai fait. Le lundi, j'appelle Hello et je lui dis, parce qu'elle n'était pas venue, je lui dis, je pense que je vais rentrer plus tôt, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être là, j'ai juste envie de rentrer à la maison, de me remettre dans le cocon un peu. Et ça, ce genre de moment, tu te dis, non, faut que je fasse tout pour que ça arrive plus. Tu vois, et c'est un moment marquant de ok, plus jamais ça, parce que c'est... Et tu vois, là, toutes tes décisions, elles seront en sorte pour ne plus revivre le moment que t'as vécu. Si tu l'avais pas vécu, t'aurais continué en mode, pas zombie, mais en mode pas d'objectif linéaire, tu vois. Et grâce à ce moment-là, en fait, il y a plein de choses qui se découlent. Moi, je trouve ça trop cool. En fait, c'est là où tu reviens à la course à pied, le sport, c'est l'école de la vie, c'est qu'en fait,
bah, tu découvres qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas juste cette course-là qui va pas, c'est ton mode de vie qui te va plus. Il y a un Ton truc qui, mental, un truc à il y changer. a un truc qui va pas et en fait, ça te force à te mettre face à la réalité de ah ouais, en fait, ça va pas. Parce que tu veux faire cette course, ça marche pas, c'est pas ton mode normal. Tu sais que ça fait 20 ans que tu cours, c'est pas censé arriver, quoi. En fait, tu fais un semi au bout de 5 km, t'es en mode non, si j'ai jamais été comme ça, c'est qu'il y a un truc à faire. Et d'un côté, je trouve ça cool parce que ça te pousse Ça dans te la remet face les idées des en trucs. place. Ouais. Et ça te remet les idées en place. Et tu peux pas rester dans ce mode un petit peu des fois où tu dis oui, non, mais ça va, qui est malsain, mais que tu t'entretiens des fois à te raconter l'histoire de non, mais en fait, ça va. Non, là, c'est. Là, non, ça va pas. Et ça Il s'est faut vu. bouger. Et là, Et en plus, ça s'est vu face à plein de monde, donc Ouais. il faut changer de mode parce que ça, tu peux le faire une fois. Bon, il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est pas grave. T'as plein de gens qui sont qui sont plutôt en mode cool que tu le dises. Mais après, il faut sortir de ce mode-là parce que par contre, t'es en créateur de contenu, tu peux pas rester dans un truc. Et même créateur de contenu ou non. Ouais, mais en fait, t'as une mission en plus Ouais. quand tu fais. Enfin, moi, C'est je vrai. trouve que Ouais, t'as c'est vrai. cette mission de. En tout cas, c'est celle que je me donne d'essayer d'inspirer les gens à faire des trucs. Et du coup, il faut montrer le haut et les bas, mais il faut quand même dire hey, regardez, c'est J'en cool, suis ça va sortie. pas vous emmener en dépression la Ouais, course à pied. ouais, Quoi, parce ouais. que le raccourci serait un petit peu mauvais de se dire ça. Où est-ce qu'on est parti avec ça? Très très loin. Ouais. Mais j'aime bien en Moi même aussi. temps. C'est typiquement le but de ce podcast. Hein. Ouais, c'est J'ai des trop notes bien. pour se raccrocher à des trucs, C'est mais bien, le but c'est bien qu'on discute. de le driver et après, ça nous emmène quelque part. Je voulais juste quand même revenir un petit peu sur la partie création de contenu qui est au centre de ta vie hein, depuis Ouais. 1 an et demi, 2 ans, très très fortement, même si tu en faisais déjà avant. Là, c'est vraiment, ça s'est accéléré Ouais. très fortement. Février 2024. Ouais, J'ai commencé en bientôt février. bientôt 2 ans. Tu as déjà donné des bribes sur tes projets, mais comment tu vois ça, toi, pour la suite? Est-ce que tu as. Je mentionnais Clem qui court tout à l'heure, qui amène de la nouveauté dans ce truc-là, la course au Maroc qu'il va faire. Je pense que c'est au Maroc. Ouais, c'est au Maroc, des qui étoiles. va faire ça avec des live Twitch. Enfin, c'est des trucs qu'on a tous pensé à des moments, mais lui, il est en train de le faire et de très bien le faire. Mais c'est un gros bosseur. Hein. Ah oui, c'est un gros bosseur. Alors, encore un truc que les gens ne voient pas parce qu'il a un profil un peu en mode j'arrive, YOLO, alors que pas du tout. Non, c'est vraiment quelqu'un qui bosse et quelqu'un de très gentil et qui bosse vraiment beaucoup. Et il mérite, et il sait une phrase qui disait c'est dingue ce qui t'arrive. Il dit non, c'est pas dingue, c'est du travail. Et je savais que ça allait arriver là parce que c'est du travail. Moi là, en fait, j'aimerais bien monter mon projet. Ça veut tout et rien dire. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'idée, mais quand on a une communauté, c'est bien de s'en servir, mais à bon escient. J'ai envie de m'en servir pour quelque chose de bien à la société, de bien aux gens. Donc en fait, ma mission, c'est de motiver les gens à faire du sport, de les inspirer à faire du sport, mais surtout de les motiver. Donc en fait, créer quelque chose autour de ça. Quoi, je ne sais pas encore. Pour l'instant, mon projet, c'est d'arriver à LA. On va faire projet par projet. Si je me perds trop, je vais trop et rien faire. Je vois la création de contenu comme quelque chose d'éphémère, donc je le prends pas du tout pour acquis. Je le prends comme une chance, comme un accélérateur de rencontres humaines et un accélérateur de projets, mais pas du tout comme une fin en soi. C'est du travail, j'adore. Je saisis toutes les opportunités que je peux saisir parce que grâce à la création de contenu, je peux faire des choses incroyables. Même si c'est fatigant, on dit oh là là, t'as été là, là et là. Oui, mais parfois tu veux juste être chez toi et avoir un salaire qui tombe tous les mois. Moi, tu vois, en août, j'ai pas eu de salaire. Donc bref, t'as des côtés positifs et négatifs. Voilà, j'aimerais bien monter mon projet parce que là c'est déjà de l'entrepreneuriat, parce que faut la comptabilité, ouvrir la boîte, je teste déjà plein de choses, je rencontre des gens formidables qui veulent m'aider, donc ça c'est génial. Voilà, l'objectif c'est de monter un projet après LA, mais pour l'instant c'est Los Angeles et je suis sûre qu'à Los Angeles, sur la route de Los Angeles, tu vois, je repense à mes entretiens que je passais en conseil. Tu te vois où dans 5 ans? Mais déjà l'année prochaine, je sais même pas où je serai le week-end prochain, l'année prochaine, donc je sais pas. Je pense juste que c'est important d'avoir un peu un fil conducteur, un gros objectif. Voilà, c'est LA. Et après, on va un peu coudre autour d'LA. On va voir où ça va nous mener et comment je vais y aller. Mais voilà, est-ce que j'ai un projet aujourd'hui? C'est LA et après, je sais pas. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse à ça. Moi, je suis pas à planifier le long terme non plus. Et parce que le long terme, en fait, tu peux le planifier, mais est-ce que tu auras envie de faire ce que tu as écrit maintenant dans 1 an, dans 2 ans? Des fois, faut
faut pas se tromper. Et du coup, le mieux pour pas se tromper, c'est de prendre un peu 6 mois par 6 mois. Et du coup, ça me va très bien, un objectif par un objectif. Je voulais conclure avec une phrase que j'ai notée de toi, que j'aime beaucoup, qui est Running is the new after work. C'est quand que tu fais des t-shirts? Parce que les t-shirts, c'est assez à la mode en ce moment. Et celui-là, moi, je pense que je l'achète direct. Écoute, je sais pas trop, mais c'est une bonne idée. Après, tout le monde fait un peu des t-shirts. J'ai peut-être envie de faire un petit truc nouveau. Mais Running is the new after work, j'adore. Et en vrai, c'est tellement vrai. Mais en fait, pourquoi j'ai pris cette phrase pour finir? Parce que ça réunit un petit peu tout ce que tu dis. Et c'est un objectif de société, moi, je trouve, de faire ça. Parce que on a tous eu notre période, enfin, tous, peut-être de moins en moins, justement, avec les générations qui arrivent, mais notre période de fêtard, machin. Ouais. Et en fait, l'afterwork est un truc qui nous a un peu tous réunis à un moment. C'est un truc de ma vie que je suis content d'avoir eu. Ouais. C'était très cool. Mais en fait, on peut le transformer et rendre ça le running is the new after work. En fait, j'adore. En fait, c'est ah non, je vais pas. Mon after work, il existe déjà. C'est juste, on se retrouve avec mes potes, on va courir et puis on va profiter. Et ça peut être le matin aussi parce que il y a et pas le midi de. aussi, donc s'il vous plaît, les entreprises, mettez des douches Merci, dans les je milite entreprises. pour ça depuis des années Ouais, aussi. Donc, faites en sorte que vos employés puissent être bien dans leur peau, aller courir, faire du sport, avoir des douches. Et ils seront plus productifs parce que ça a été prouvé. Allez regarder les études. Le sport améliore la productivité. Donc, C'est sûr. 1 heure de perdu le midi, elle sera gagnée par l'efficacité l'après-midi. Ouais. Voilà. Je pense que je sais pas s'il y a des DRH ou des directeurs d'entreprise qui nous écoutent là. C'est sûr, tout le monde écoute Endorphine. Rien ne vous empêche, vous, d'amener ça à vos dirigeants dans vos boîtes aussi. Poussez-le. Dans tous les cas, la dynamique, elle est lancée. Ouais, exactement. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ces 2 heures quasiment. Ça a été vite. Plaisir partagé. Merci à toi. Je suis trop contente, trop contente. Comme je te disais au début, je te suis depuis très longtemps. T'es vraiment semblable à ce que tu transmets sur les réseaux sociaux, hyper bienveillant. C'était un plaisir de discuter parce que c'était une discussion et c'est trop cool. C'est hyper inspirant d'échanger, d'évoluer avec des gens comme ça autour. Donc vraiment, un grand merci. C'était trop cool. Merci à toi et puis merci à tout le monde qui est encore là à nous écouter. Finissez votre sortie, profitez bien et à la prochaine. Salut. Salut.